que les personnes hypersensibles sont anxieuses. Non. Et puis ensuite, c'est 2 choses différentes. Pour moi, contrôler, c'est réprimer. Ça veut dire, essayer d'enfouir une émotion. Au-delà de l'hypersensibilité, ce qui est hyper important pour la cultiver et apprendre à bien vivre avec, c'est d'apprendre à se connaître. Mais de toute façon, tu sais que c'est confidentiel. Il faut que ça bouge dans la ville. Il faut que ça bouge Donc, dans la avant qu'on ville. plonge dans le vif du sujet et qu'on parle hypersensibilité, j'ai une question un peu classique qui permet toujours de démarrer mes interviews en douceur. Jennifer, comment est-ce que tu te sens à cet instant précis? Je me sens très bien. Je me sens très, très bien. Merci. Tu dis que la sensibilité est une force sous-estimée. D'où te vient cette conviction et comment toi tu l'as vécu personnellement? Je trouve que l'hypersensibilité ou en tout cas la sensibilité, est une force, sous-estimée parce que c'est la réalité malheureusement. Aujourd'hui, les mentalités, il y a juste à interroger des personnes au hasard dans la rue. La plupart vont considérer en tout cas que la sensibilité, c'est une faiblesse, que les personnes très sensibles, hypersensibles, sont fragiles, elles pleurent tout le temps. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de clichés autour de la sensibilité. Il y a rien que de voir dans le milieu professionnel où la sensibilité, elle est pas du tout acceptée. Les émotions, c'est au placard quand on rentre dans une entreprise, alors que bon, ça fait quand même partie de l'être humain, c'est compliqué de se dissocier. Donc, et puis moi, pour être, hypersensible, je sais que j'ai reçu beaucoup, 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 beaucoup de remarques, et d'injonctions sur ma sensibilité, sur le fait que je suis toujours trop sensible, trop émotive. En fait, il y avait toujours j'étais toujours cataloguée comme trop. Comme si en fait, être sensible, c'était pas dans la enfin, être très sensible, c'était pas dans la normalité, qu'il y avait quelque chose en trop, de pas bien, de que je devais me contenir, me mettre dans des cases. Donc oui, en fait, la sensibilité est complètement, sous-estimée ou en tout cas, enfin les forces plutôt, mais surtout c'est en fait que, elle a pas, une image, positive, qu'elle mériterait d'avoir en fait, tout simplement. Mais c'est comme aussi un peu la santé mentale, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tabous autour de ces sujets-là, alors que c'est des sujets qui concernent, beaucoup d'entre nous. Ouais, elle a pas une bonne image parce que aussi, elle est considérée comme de la fragilité, en Ouais, fait. c'est ça. Complètement, c'est considéré comme de la fragilité, comme de la faiblesse. On nous dit, nous reproche tout le temps de contrôler nos émotions, de nous endurcir, qu'on dramatise, qu'on exagère, qu'on fait du cinéma. Alors qu'en fait, on est comme ça. Quand on ressent les émotions très intensément et qu'on les exprime de façon «démesurée» entre guillemets, par rapport au regard des autres. Nous, on fait pas de cinéma, en fait, on exprime ce que l'on ressent, en fait, c'est le reflet de ce qu'on ressent profondément et comment on va les exprimer, ça va être toujours mal interprété ou à connotation négative et je trouve ça hyper dommage et surtout, en fait, malheureusement, c'est que, on va beaucoup, catégoriser les personnes sensibles, ou en tout cas la sensibilité, du côté négatif comme un défaut finalement. Être sensible, ça serait un défaut, alors qu'on met pas du tout en avant toutes les forces que la sensibilité peut offrir à une personne et ça, je trouve ça hyper dommage et j'en ai fait l'expérience quand moi j'ai commencé à faire des recherches sur l'hypersensibilité. Donc c'était en 2021, maintenant ça a un peu évolué, j'ai l'impression, mais en 2021, la plupart des articles que je trouvais sur internet, c'était vraiment des articles hyper péjoratifs sur la sensibilité, enfin et l'hypersensibilité. J'avais l'impression en fait, je lisais l'article, donc je venais de découvrir que j'étais hypersensible après, 25 ans, de mal-être. Je découvre ça, je suis hyper contente, je comprends enfin mon fonctionnement. Je vais sur internet et là, je tombe sur des articles qui me disent que, bah, ça va être compliqué, que le monde du travail, impossible de trouver sa place, que les personnes hypersensibles, en gros, elles portent un handicap, un fardeau et je me suis dit: «Waouh, mais je vais faire comment en fait?» J'ai l'impression que ça va être un handicap toute ma vie. Comment je vais faire, apprendre à en faire une force? Et du coup, à force de creuser et de moi-même apprendre à comprendre cette sensibilité, je me suis dit: «Mais en fait, il y a pas que ça du tout». Peut-être que oui, des fois, dans le milieu professionnel ou dans certains, milieux, ça peut être plus compliqué d'être sensible, mais ça apporte aussi tellement de choses. Donc c'est aussi ce côté positif qu'il est important de mettre en lumière. Justement, tu dis ça, mais qu'est-ce que ça apporte? La sensibilité, Ouais, en quoi c'est une force? c'est une force pour tellement de choses. La sensibilité, ça nous permet aussi d'être, alors dans le cadre de l'hypersensibilité, mais d'être très créatif. Donc vraiment, quand on a un métier aussi parce que la créativité, elle s'exprime, je pense aussi dans des métiers qui nous passionnent, qui nous donnent envie parce que faire preuve de créativité quand on est ennuyé par un métier ou par une activité, c'est très compliqué. Enfin, en tout cas, dans mon cas. Mais quand on est, passionné, mais la créativité, elle est explosive. Vraiment, c'est des idées tout le temps, des idées, en fait, un peu originales qui vont sortir du décor. On a une très grande empathie. Alors des fois, elle est un peu débordante parce qu'on a tendance à absorber les émotions des autres, mais quand on arrive à canaliser
cette empathie, à réussir à faire à mettre un peu de distance. Mais c'est génial parce qu'on est des personnes qui comprenons, profondément les autres. On ressent les émotions des autres, on a une écoute très active et c'est hyper important dans nos sociétés parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes, qui, s'écoutent parler ou qui vont demander à quelqu'un, par exemple, comment il va, mais en fait la réponse, rien à faire. Alors que nous, en fait, on va vraiment avoir, cette oreille très attentive, des bons soutiens émotionnels. On comprend tellement les émotions, des autres qu'on va pouvoir aussi des fois anticiper leurs besoins, mais c'est tout ça, c'est très naturellement. On a une intuition très, très développée, donc on va lire entre les lignes, percevoir plein de choses dans le comportement de façon, inconsciente, une micro-expression du visage, un ton de voix différent, ça nous va faire nous comprendre plein de choses. On a aussi cette conscience de soi et des autres, très, très, aiguisée, donc il y a plein, plein de qualités dans le fait d'être sensible et tu vois, même des fois dans des choses qu'on pourrait considérer comme des défauts. Donc, par exemple, l'émotivité, ça peut être considéré comme un défaut, tu vois? Quand on a des émotions, très désagréables, bah, c'est pas hyper agréable de les vivre. Mais en revanche, bah, quand on a des émotions très agréables, on est, enfin, moi, je sais que, quand je ressens des émotions agréables, mais je suis la plus heureuse du monde, vraiment. Et puis quand quelqu'un m'annonce une bonne nouvelle, je suis hyper contente pour cette personne-là. Donc, on vit des choses très intenses. En fait, on vit, la vie de manière, hyper. Donc, on se sent, hyper vivant et moi, je trouve ça génial, en fait. Mais c'est comme un grand 8 émotionnel. C'est-à-dire que tu peux être, tout en haut comme tout en bas. C'est un peu ça. Alors après, tu vois, il y a une stabilité au niveau émotionnel quand on apprend à mieux se comprendre, à comprendre ses émotions, à trouver des moyens de les réguler, de les extérioriser. Quand on trouve aussi, tu vois, quand on évolue au sein d'un environnement qui nous correspond, quand on connaît ses besoins, qu'on connaît ses limites, ça va être plus stable en fait émotionnellement. Mais oui, clairement, au sein d'une même journée, je peux passer du je suis hyper triste à je suis hyper heureuse parce que j'ai appris une bonne nouvelle. C'est un peu le yo-yo émotionnel. Mais, mais à la fois, tu vois, j'ai vécu une période, très, intense là ces derniers mois avec, bah, l'écriture du livre, la sortie du livre et puis plein d'événements, le déménagement, enfin vraiment, mais c'était, ces émotions en fait vraiment ça me faisait tenir, j'adorais ça. Mais du coup, il y a un peu ce terrain limite, enfin dans mon cas en tout cas, un peu addictif, tu vois? Genre ces émotions que Mmh. ça me procure, j'adore ça et quand il y en a plus, je me sens un peu triste, tu vois? C'est un peu la gueule de bois émotionnelle donc Ouais, comme de la drogue, quoi. bah, franchement, il y a un peu de ça, j'ai l'impression. Est-ce que toi, tu as un souvenir, d'un moment dans ton enfance, où justement ton hypersensibilité t'a porté préjudice? Dans beaucoup alors je sais pas si c'est mon hypersensibilité qui m'a porté préjudice. En revanche, je sais que dans mon enfance, j'ai été, victime de harcèlement, scolaire, clairement. Donc est-ce que c'est parce que déjà, je pense qu'il y a pas que l'hypersensibilité, mais je pense que ces personnes-là ne s'en prennent pas à n'importe qui non plus. Souvent, ça va être des personnes, plus, «vulnérables» entre guillemets et j'ai pas envie d'associer sensibilité et vulnérabilité, mais dans mon cas, je pense qu'il y avait une vulnérabilité, une basse estime de soi, un tempérament anxieux, cette hypersensibilité à ressentir tout profondément, à faire attention au regard des autres. Donc voilà, j'ai été victime de harcèlement scolaire pendant plusieurs années. Ça a été très loin parce qu'il y a eu des menaces de mort, par téléphone, c'était au tout début des portables. Donc vraiment une période, que j'ai pas du tout, pas du tout appréciée. Vraiment, c'était très compliqué émotionnellement parce que, déjà que je me sentais, à part, différente. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose chez moi qui tournait pas rond. En plus, j'étais très isolée, donc c'était, très compliqué. Maintenant, est-ce que, c'est à cause de mon hypersensibilité? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnes hypersensibles qui sont victimes de harcèlement scolaire. OK, je savais pas qu'il y avait un lien, quoi. Bah, je sais pas si on peut dire qu'il y a un lien, tu vois? Ça va être comme il y a beaucoup aussi de personnes hypersensibles qui vont être victimes, enfin victimes, ouais, d'un manipulateur. Maintenant, on dit ça pervers narcissique. Bon, tu vois, c'est des mots employés à tort et à travers. Mais en tout cas, ça va être un profil quand même particulier. Comme, tu vois, on dit aussi que les personnes hypersensibles peuvent être plus, enclins au burn-out parce qu'elles présentent des caractéristiques qui vont attirer par exemple, bah, les manipulateurs, parce Ouais, le elles font manager, preuve mmh. de cette hyper empathie. Elles vont avoir envie d'aider l'autre, tu vois? Il y a un peu ce côté-là et pour le burn-out, ça va être, tu vois, des personnes qui ont envie de qui ont un immense besoin de reconnaissance. Tu vois? Ça va être quand même des profils Mmh. qui vont être, il y a pas que les hypersensibles, tu vois, qui sont victimes, de pervers narcissiques ou Manipulateur? voilà, de manipulateurs ou de harcèlement scolaire. Mais en tout cas, il y a beaucoup ce profil-là quand même, j'ai l'impression. Mmh. Tu disais que tout le monde, justement parle de pervers narcissiques, Ouais, que c'est le truc à la mode. C'est un petit peu comme les HPI. ouais. L'hypersensibilité fait aussi partie, d'un de leurs traits, hein, de caractère. Ouais.
Est-ce que l'hypersensibilité et l'intelligence sont liées? Alors c'est une bonne question. Donc le HPI, oui, c'est vrai que ça peut, enfin comme l'hypersensibilité, être dit à la «mode» entre guillemets. Enfin, je sais pas que j'aime pas trop ce terme, mais enfin, c'est sûr qu'on en parle de plus en plus en fait. C'est je pense que c'est ça cet effet, mode qu'il peut y avoir, c'est qu'on en parle de plus en plus et malheureusement le sujet est repris à tort et à travers sur les réseaux sociaux. Donc c'est peut-être ça, qui peut être néfaste, mais je trouve ça bien comme qu'on en parle de plus en plus parce que ça permet à plein de gens de se comprendre. Maintenant, est-ce que, hypersensibilité et intelligence sont liées? Il y en a plein qui vont plein de spécialistes qui vont dire que en effet, c'est lié, qu'il y a cette, intelligence émotionnelle avec le HPE, tout ça. Moi, de ce que j'ai lu et je m'en tiens qu'à mes, connaissances, j'ai lu beaucoup de choses quand même. J'ai vu plein de fois que, tu vois, le haut potentiel émotionnel, en vrai, il y en a qui disent que ça n'existe pas. C'est plus une intelligence émotionnelle, tu vois? Mais l'intelligence émotionnelle, c'est quand on apprend, tu vois, à comprendre ses émotions, à les décrypter, à les extérioriser. Donc, je pense que les hypersensibles sont capables de développer une très grande intelligence émotionnelle. Mais en ayant ce tu vois, en faisant ce travail sur soi de «régulation» entre guillemets des émotions. Il y a beaucoup de personnes hypersensibles qui ont aussi ce haut potentiel intellectuel, donc cette intelligence, plus, rationnelle, enfin je sais pas comment on peut cognitive. Mais tous les hypersensibles ne sont pas, à haut potentiel Mmh. intellectuel. Donc moi je pense, pour donner mon avis, je pense que en effet, les personnes hypersensibles ont cette capacité à développer cette vraiment une intelligence de cœur en fait, d'esprit, de compréhension de l'autre et ça c'est pour moi, c'est une des plus importantes intelligences parce que, c'est ça permet tellement de faire tellement de choses, tu vois? Même dans le travail, c'est bien d'avoir plein de connaissances, d'être, très logique et tout, mais l'intelligence de cœur, tout le monde ne peut pas l'apprendre. Nous, on a la chance de l'avoir un peu de façon, innée et quand on la développe, je pense que ça peut nous apporter plein de choses. Donc je sais pas si j'ai bien répondu à ta question Si, parce que si. finalement, je ne sais pas trop, tu vois, si, il y a vraiment une corrélation entre intelligence et hypersensibilité. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment cette intelligence émotionnelle qui peut être développée. Mmh. Non, mais c'est vrai qu'il y a des personnes, plus ou moins, on va dire, qui développent une faculté à être à l'écoute Ouais. des gens, tu vois? Moi, à chaque fois, je dis, les assistantes sociales, tu vois? Bah, tu vas te livrer à une personne plus Mmh. qu'à une autre Ouais. et c'est souvent les mêmes profils, hein. Mmh. Complètement et c'est vrai que, il y a beaucoup de personnes hypersensibles. En tout cas, moi, je sais que, il y a à chaque fois, je vais souvent être cette personne où, enfin, à laquelle on va se confier naturellement. Quelqu'un qui va jamais exprimer ses émotions, qui va avoir tendance à être un peu renfermé, qui va jamais oser, faire exprimer sa vulnérabilité. Avec moi, tout de suite, on va s'ouvrir, on va parler de choses qu'on parle jamais et je trouve ça en fait, j'aime ce côté-là parce que je me dis: «OK, il y a une certaine confiance parce que, bah, il y a pas de jugement, il y a toujours cette ouverture d'esprit, ce regard bienveillant» et malheureusement, je trouve que c'est une qualité qui est un peu rare, enfin, tu vois, Bah, surtout quand maintenant. C'est surtout le maintenant, clash, l'ère vraiment. du clash, l'ère de se moquer, c'est, tout le temps comme ça, hein. Tu sais, moi, je suis issu, je te l'avais dit, tout Ouais, à l'heure, du milieu urbain, rap et cetera. Si tu montrais tes sentiments, ouais, bah, vas-y, on t'écrase, quoi. On ouais. t'écrase complètement, donc et dans la société en général aussi. Mmh. C'est-à-dire que tu viens, en plus, tu es une nana, voilà, tu es, genre un peu mignonne, un peu truc et tout, tu te fais Ah mais bouffer puis direct. oui, mais complètement, tu te fais bouffer et puis en plus on va te prendre au ridicule, on va pas te prendre au sérieux parce que tu exprimes tes émotions ou parce que tu fais part de ta vulnérabilité, ça peut être mal vu. Alors que moi je pense que c'est une immense force en fait de pouvoir se montrer vulnérable et authentique tel que l'on est, puisque enfin c'est vraiment, l'essence même de l'humain en fait. Tu sais, tu parlais de harcèlement scolaire, Oui. donc ça, c'est les enfants, hein. Est-ce que tu penses qu'il faut adapter son langage ou son comportement lorsqu'on se trouve face à un enfant hypersensible? Ou est-ce qu'il faut rester, bah, Naturel. Alors est-ce qu'il faut adapter selon que c'est une personne hypersensible ou non? J'ai pas d'enfant, donc tu vois, je j'ai pas cette expérience avec les enfants. En revanche, j'ai été un enfant hypersensible et je pense que c'est important pour tous les enfants finalement parce que certes, peut-être une personne hypersensible va avoir enfin, un enfant hypersensible va avoir des besoins un peu plus, intenses qu'un enfant qui l'est moins, mais je pense que dans tous les cas, peu importe l'enfant, quel qu'il soit, hypersensible ou non, c'est important de l'amener à comprendre ses émotions, à les extérioriser, à ne pas, lui reprocher d'être qui il est et ça pour n'importe quel enfant, en fait. Si, mmh, je sais pas, en fait, par exemple, bah, l'enfant il est, hypersensible donc il a cette sensibilité, naturelle chez lui plutôt que de lui dire: «Mais, arrête de pleurer», moi je sais que j'entendais beaucoup: «Pleure, tu pisseras moins au lit», ou ça va être, «Mais t'en fais trop, t'es trop», ou «Tu pas assez ceci» ou, «Arrête d'être comme ça, t'as un problème». Enfin ça va montrer déjà ça va
forcément l'enfant il va considérer qu'il n'est pas normal et qu'il va s'adapter aux attentes des autres. En faisant ça, l'enfant il va se brider, enfin il va se couper de son identité et donc ça va être très compliqué pour lui à l'adolescence, à l'âge adulte. Peu importe finalement qui il est. Encore Tu plus vois? pour les petits garçons, ce que Encore tu dis. plus pour les petits garçons, un petit garçon ça pleure pas, les hommes ça pleure pas, t'es faible, mais c'est terrible. Ces injonctions sont terribles parce que dès le plus jeune âge, ça va conditionner l'enfant à réprimer ses émotions et les émotions en fait, elles sont toujours là. Donc elles sont enfouies, enfouies, enfouies et puis un jour ça explose. Donc tu vois, tout ce qui est crise, identitaire, 40 ans et tout, c'est un peu souvent ça, tu vois? On enfouit, on enfouit, on enfouit parce qu'on s'exprime pas, parce on s'écoute pas, on dépasse ses limites, on essaye d'appartenir à une case qui n'est pas la nôtre, puis au bout d'un moment, bah, ça explose en fait. Ou ça peut créer des maladies, ça peut créer plein de choses. Donc les émotions, c'est bien d'apprendre aussi à les mais quel qu'il soit en fait, dès le plus jeune âge, je pense que c'est hyper important d'accompagner l'enfant à parler de ses émotions, à l'écouter. Alors je dis pas qu'il faut être, je sais pas, tu vois, l'éducation, j'ai pas d'enfant, j'ai jamais éduqué un enfant, donc j'ai pas envie de donner des conseils alors que je suis pas légitime en tout cas pour le faire. Mais je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment important de l'accompagner à être qui il est en fait, l'enfant, tu vois? Tout en lui mettant des limites, mais sa sensibilité, ne pas lui montrer que c'est une faiblesse, mais au contraire lui montrer: «Mais regarde, OK, tu es sensible, des fois ça peut être un peu plus compliqué avec les enfants parce qu'il y en a qui vont moins te comprendre, mais à côté de ça, tu as cette force, tu as cette force, tu as cette force, tu peux l'utiliser. Regarde, toi tu as cette empathie, tu peux écouter les autres, se confier à toi». Lui montrer aussi ce côté, avec Ouais, bienveillance, bienveillant, ouais. tu vois? Mmh. Ces forces qu'il peut avoir et qu'il peut développer pour l'aider à avoir confiance en lui aussi. Quels sont les symptômes qui permettent de savoir qu'on est hypersensible? Alors, je parlerai pas de symptômes, je parlerai de caractéristiques parce que c'est vrai que symptômes, ça peut faire penser à une maladie, à une pathologie, alors que finalement, C'est vrai, l'hypersensibilité, c'est c'est vrai. pas du tout ça. C'est un trait de personnalité, un tempérament. Il y en a qui vont dire trait de caractère. Bon, c'est les différences sont assez minimes, tu vois. Donc, voilà, moi, je pense que c'est un tempérament. Les caractéristiques, alors l'hypersensibilité, c'est, une hypersensibilité à la fois émotionnelle, donc tu vois toutes ces émotions dont on parlait, un peu «démesurées» entre guillemets, mais débordantes, elles vont être très intenses. On peut avoir des réactions, dites disproportionnées par rapport au regard des autres, tu vois? Rien peut nous toucher et j'aime pas dire à rien parce que pour nous c'est pas rien, mais oui, il y a ce côté émotionnel très intense avec aussi une grande empathie envers l'autre et il y a aussi ce côté sensoriel, hem où tous les sens vont être exacerbés. Donc le bruit, ça va être très compliqué. L'odorat, tout le monde n'aime pas les odeurs qui sentent pas bon. Mais alors les hypersensibles, c'est vraiment, ça peut être vraiment très compliqué les odeurs. Le goût, où il y a beaucoup de textures, de saveurs qui vont être compliquées à manger. Donc on peut être perçu comme quelqu'un de difficile, de capricieux. Moi, je sais que quand j'étais petite, les repas ont toujours été, très, très, très compliqués. Ma mère, elle me disait que je pouvais passer des heures à table parce que je mangeais rien. C'était compliqué de me faire, manger certaines textures. Encore aujourd'hui, il y a plein, plein, plein de choses que je ne peux pas manger et tout le monde pense que c'est je ne veux pas, c'est vraiment des ça me fait, ça me provoque des nausées, en fait. Les textures, il y en a qui supportent pas les étiquettes, donc ils vont couper toutes les étiquettes. Les certaines matières vont être insupportables, donc tu vois, il y a tous ces sens qui sont exacerbés. Donc il y a vraiment ces 2 La lumière la aussi. lumière, très compliqué. Là, elle est bien cette lumière. Ouais, n'est-ce pas? Elle est bien cette lumière. Hier, j'ai fait une interview où il y avait 2 gros, spots de lumière. Je suis sortie de là, je voyais tout flou. Je me suis dit: «J'ai envie de mettre mes lunettes de soleil, mais pas terrible pour une interview». Donc ouais, la lumière, ça peut être compliqué, donc obligé de porter des lunettes de soleil un peu, en toutes circonstances. Donc voilà, il y a vraiment ces 2 côtés et il y a aussi ce côté cognitif où, il va y avoir un peu cette sensation d'avoir le cerveau en ébullition avec des pensées qui partent dans tous les sens, on réfléchit trop, on analyse beaucoup. Donc il y a vraiment ces 3 dimensions à l'hypersensibilité. Ouais, c'est vrai, ça me rappelle moi, en fait, il y a ma fille qui est hypersensible. Je Mmh pense, hein, j'ai fait mon analyse, tu vois? mh. Et c'est vrai que quand elle était petite, donc quand je l'habillais, tu vois, elle criait: «Ah!» comme ça, elle tournait, elle courait partout et tout. Je lui disais: «Mais elle est complètement barjo celle-là». C'était la deuxième en plus, tu vois? Et en fait, j'ai compris, plus tard que c'était une étiquette Ah qui qui se t'a ouais. frottait un petit peu, tu vois? Et supportait pas aussi Mmh. certains trucs et c'est vrai que, par exemple, la nourriture, elle a toujours mangé des feuilles, tu sais, de basilic, tu sais, des trucs chelous, du thym, mais elle mangeait pas d'autres trucs ou Ouais, même cette au niveau de la texture. ouais. Tu vois, il y a des trucs, qui la dégoûtent, Ouais, mais bah, ouais, mais c'est marrant, tu vois? Et en plus, ça s'exprime, ça va être des caractéristiques générales qui se retrouvent un peu chez tous les hypersensibles, mais cas par cas, on va tous avoir une sensibilité ouais, ouais. différente à plein de choses. Mais souvent, tu vois, il y a les parents peuvent croire qu'on fait du cinéma, Ah oui, oui, c'est nous ça. forcer à goûter, je sais, enfin moi, mes pires, j'ai peu de souvenirs de mon enfance, mais ceux que j'ai, ils sont bien ancrés. C'est quand on me disait: «Tu restes à table tant que tu as pas fini ton assiette», je pleurais et ça m'est jamais arrivé de manger un aliment, tu vois? Moi, je déteste la charcuterie. C'est vraiment mais l'odeur, la vue me dégoûte profondément
et on m'avait forcé à manger, du pâté, et c'est horrible, et j'étais tellement mal que j'ai pris un morceau de papier, j'ai mangé le papier avec parce que je devais pas quitter ma mon assiette tant que je l'avais pas fait, et tu vois, je me suis dit: «Mais j'en suis arri» enfin, c'était, je faisais des trucs, enfin, Ouais, c'est plus fort que toi que tu arrives pas, quoi. ah ouais, c'est plus C'est fort que mais tu vois, je me suis dit: «J'en ai venu à manger une feuille de papier pour passer l'aliment, sinon j'aurais tout vomi, en fait». Mmh. Les médicaments, mais ma mère, elle a passé des heures et des heures entières à me faire, prendre à rester à côté de moi pour me faire prendre un médicament. Dès que je le buvais, je vomissais tout. Donc après, tu vois, j'ai compris que c'était impossible pour moi, tous les goûts orange, les choses comme ça, et on peut croire quand on est un enfant, même, tu vois, Mais c'est des qui se caprices. ouais, c'est des caprices quand un enfant il y en a plein, j'ai vu beaucoup de témoignages sur ça, ou des parents, leur enfant, pleure à la mort parce que, il a un pull qui lui gratte. Ils lui laissent porter ce pull parce qu'ils comprennent pas, en fait. Ils pensent qu'il fait encore un caprice, il veut mettre un autre, mais vraiment, c'est si l'enfant, tu vois, il est pas bien, il manifeste ce désagrément, c'est que ça peut parfois cacher vraiment quelque chose, Un en fait, mal-être et un mal-être, et c'est important peut-être enfin, je sais pas, à ce moment-là, peut-être communiquer ou comprendre, changer les vêtements, voire faire des essais pour voir si l'enfant, en fait, si c'est pas un problème de matière ou autre. j'ai mis des fessées, hein, c'est des bêtises, hein, mais par exemple, alors tu sais pas si c'est de l'hypersensibilité, mais par exemple, tu vas avoir une remarque de quelqu'un, qui va te faire un truc sur tes cheveux, tu vois? Genre: «Ah tes cheveux, c'est ça» et tu vas pleurer pendant des heures. Bah, faut arrêter, non? Est-ce que c'est de C'est l'hypersensibilité ou c'est du, Ça peut être, lié à c'est vrai que dans ce qu'on dit dans l'hypersensibilité, on va prendre les critiques très à cœur, on va prendre les choses très personnellement. Alors ça peut être lié oui et non. Il y a peut-être aussi une part d'hypersensibilité et une part où on a une très basse estime de soi. Donc tu vois, ça peut nous impacter émotionnellement, on mmh, va prendre ça très à cœur, et puis souvent il y a pas trop de filtre entre, tu vois, ce qu'on ressent. Ça peut, mais je pense qu'il y a aussi derrière, dans ce genre de comportement, il y a peut-être, tu vois, une basse estime de soi, un manque de confiance en soi, et que du coup ça va revenir remettre en cause un peu toute notre identité, la perception qu'on a de soi. Donc je pense qu'il y a un peu des 2. Mais tu vois, si quelqu'un, par exemple, enfin, moi je considère que, toutes les émotions, dès lors qu'elles sont exprimées avec authenticité, elles sont légitimes. Donc tu vois, si quelqu'un se met à pleurer parce que telle remarque lui a fait, du mal, bah, c'est qu'à cet instant T, cette personne a vraiment ça lui fait vraiment du mal et qu'elle exprime son mal-être. Donc j'essaye vraiment tu vois, de pas juger les ouais, c'est émotions ça. parce qu'elles sont finalement, si la personne, elle les ressent telles qu'elles sont, c'est qu'elles sont Mmh. valides, en fait, et elles sont légitimes, et donc ne pas remettre, tu vois, en question, ouais, non, Le bah, curseur de, le curseur de ce qu'on les ressent, ouais, de puisque, ce tu qu'on vois, on a ressent, ouais. tous une sensibilité différente, et peut-être que, bah, moi, enfin, je sais pas, je suis pas sensible à cette chose-là, peu importe ce qu'on pense de mes choux, de ce qu'on pense de moi, mais quelqu'un d'autre, ça va être hyper important pour elle, et ça peut peut-être renvoyer à un traumatisme. On sait pas, en fait, finalement, l'histoire de chaque personne. Peut-être que dans son enfance, toute sa vie, on lui a moqué, on lui a dit: «Il faut absolument que tu sois au carré sur tes cheveux, si tu as un cheveu qui dépasse, c'est pas bien». Enfin, tu vois, on sait pas finalement l'histoire de Mmh. la personne. Donc c'est important, tu vois, de pas juger et de ne pas minimiser ce que l'autre C'est ressent. ça, ouais, et ça me rappelle un petit peu une expérience personnelle par rapport au harcèlement justement, sexiste ou sexuel, je sais Mmh. pas comment on peut dire ça, où il y avait une nana que j'ai rencontrée et on avait fait toute une marche et tout pour la nana par rapport à ça et tout. Donc plein de gens s'étaient mobilisés dans une ville et après donc avec la personne, on lui dit: «Bah, alors vas-y, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as subi un viol et tout?» Et en fait non, le mec il avait juste, enfin juste, tu vois? Là je minimise aussi, hein. Mmh. Il avait je crois, bon il avait mis, il avait touché je crois sa poitrine ou Oui, comme donc ça, il lui c'était avait une sorti un agression cutter quoi, sexuelle, ouais. tu Mmh. vois? Mais moi je dis: «Quoi? Tout ça pour ça? Mais c'est merguez ton truc!» Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est rien. Je dis: «C'est ça, tu fais venir tout le monde pour ça?» Alors que nous, on a vécu des trucs, mais un Mmh. milliard de fois pire, tu vois? Et tu te dis avec le temps, tu vois? Sur le moment, j'ai dit: «Mais elle est gueudin la nana», tu vois? Avec le temps, tu vois, tu te dis: «Peut-être que, nous-mêmes, on a tellement vécu de Mmh. choses que, bah, pour nous, c'est, Oui, anodin». et pourtant ça l'est pas. Voilà, ça l'est pas. Et pourtant ça l'est pas parce que peut-être qu'il y en a qui ont des histoires de vie très compliquées et que finalement, ça leur paraît, minime. Mais en fait, dans les faits, c'est une agression sexuelle, c'est grave ce qui s'est passé, et peut-être que la marche, ça a permis aussi de mettre en lumière ce fait qui n'est pas normal et qui doit être arrêté d'être considéré justement comme Exactement, ouais. normal. Ouais, Parce que, mais c'est comme un peu, j'ai l'impression dans le discours, tu vois, bah, j'ai mis une fessée, mais enfin, je prends l'exemple de la fessée parce que bien sûr, mais ouais. parce que moi j'en ai pris plein, je me suis pris des coups de martinet et ça m'a pas tué. C'est ça, moi, Oui, mais enfin, je m'en suis mangé, hein. ouais, mais les Ouais, mentalités peuvent évoluer, c'est ça. et puis c'est pas parce que tu t'es pris des coups de martinet que c'était normal ce qui se passait dans ton Hein. enfance, tu vois? Donc pourquoi rendre ça, normal à l'heure actuelle? Ça l'est pas, on questionne les choses, et même si ça peut paraître minime, pour d'autres qui ont vécu pire, parce que même c'est toujours important de pas minimiser, tu vois? De pas comparer les douleurs. Un traumatisme pour quelqu'un peut pas en être pour un autre, tu vois? C'est chaque personne vit les choses personnellement et subjectivement aussi. Donc
je peux comprendre, tu vois, que c'est quand on a vécu les choses et puis en plus tu me disais que tu venais tu vois, d'un milieu où c'est la sensibilité, ça s'exprime pas, ouais, un peu dur, que ça peut paraître futile mais d'où l'importance, tu vois, et c'est ça aussi l'important, c'est l'empathie, tu vois, de se mettre à la place de l'autre et de Bien voir sûr. peut-être que, tu vois, mais c'est bien que tu puisses partager ça parce que je pense que ça va faire écho à plein de personnes. Ouais, ouais, parce qu'on se met en fait une espèce de barrière et on va pas montrer ses émotions. Bon après ça, plus tu vieillis, plus Ça tu apprend t'ouvres un petit peu aussi, plus et tu j'imagine. retires cette petite carapace, quoi. Mmh. Donc Mais c'est bien qu'il y en ait qui prennent la parole sur ces sujets-là parce que, c'est quand même une agression sexuelle. En plus, oui, avec le Twitter exactement. et tout, c'est horrible et malheureusement et ça, on le voit aussi avec, les mouvements qu'il y a, autour du féminisme, enfin, tu vois, les violences, conjugales et tout, les féminicides et tout, mais c'était tellement considéré comme normal ces choses-là, C'est alors que ça. ça ne l'est pas. Ouais. Ça ne l'est pas. Et hier dans le métro, il y a un mec, qui s'est permis de cracher sur une fille, mais je me suis dit: «Mais enfin, c'est» et là, je trouvais ça trop beau, c'était la sororité. Il y a plein de filles qui se sont mis à prendre sa défense, donc tu vois, je me suis dit: «Ah, les mentalités évoluent un peu». Il y a des mecs qui après qui ont aussi repris la défense de 2 filles qui se faisaient harceler dans le métro. Je me suis dit: «Mais il se passe quoi à cette heure-là dans le métro? Il y a trop de choses». C'est que ça commence à évoluer. Ça prend du temps, mais c'est comme la sensibilité finalement, je fais le parallèle, ça prend du temps, les mentalités commencent à évoluer mais c'est pour ça qu'aussi c'est important que des actes qui peuvent paraître minimes pour certains, enfin anodins plutôt, mais finalement ne le sont pas et puissent être mis en lumière parce que il est temps que ça change en fait. Ce n'est pas des comportements normaux et comme, reprocher à quelqu'un, tout constamment ses émotions, sa sensibilité, lui dire que c'est un fragile ou autre, c'est pas normal. C'est pas normal et donc c'est important que ça change. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a en plus il y a l'expression, je sais pas si tu connais, Babtou fragile. Oui. Bien sûr. Parce que ça, c'est le truc qui ressort tout le temps. D'ailleurs, le RN, ils ont repris, en mettant Babtou solide, tu vois? Parce que c'est vrai que dans les communautés, on va dire, plus Renoir, Rebeu, tu vois, tu vas pas montrer tes émotions et tu Ouais, vas faire voilà, tu vas montrer, faire le voilà, on est fort. là, quoi. Et ils vont dire, bon, bah, c'est plus, tu vois, les blancs qui vont, enfin, ils vont pas forcément eux, hein, mais la société en Ouais, ouais, non général. mais bien sûr. On va dire ah, ils sont fragiles, ah, ils vont dire: «Je t'aime» à leur copine, Ouais. ah, ils vont tu vois? Parce que alors moi je suis pas du tout de tu vois, de ces communautés-là, donc je suis vraiment, je suis du côté, des blancs qui expriment leurs émotions et tout, donc fragile. Mais je peux comprendre parce que déjà c'est une autre culture. Alors je connais pas, tu vois? J'ai vraiment pas parlé de ça parce que c'est pas du tout, je sais pas, du tout un milieu que je connais. Mais, c'est une autre culture, c'est beaucoup de croyances, c'est aussi, une, je pense, peut-être une communauté, tu vois? Il y a aussi je sais pas en Une façon fait, de se peut-être protéger. une façon de se protéger certainement et donc c'est vrai que peut-être que les «blancs» entre guillemets, tu vois? Enfin ont peut-être aujourd'hui arrivent en tout cas à avoir plus de facilité à exprimer leurs émotions et encore, Et encore, ouais. pas tous. En plus, ça dépend si c'est un homme, une femme, Ouais, tu mais vois? en fait, peu importe, la culture, peu Bien sûr. importe, la couleur de peau, peu importe, d'où on vient, on est des humains et les humains sont souvent doués de sensibilité, qu'on soit hypersensible ou non et donc il y a pas de raison que ça change aussi de ce côté-là et j'espère et j'encourage en fait, et il y en a de plus en plus, hein, j'ai l'impression qu'il y en a qui prennent la parole aussi pour, au niveau de la santé mentale, parler plus de santé mentale et tout et je pense que et enfin, j'espère que ça va aussi aider, tu vois, dans les Mmh. quartiers ou les choses comme ça à exprimer leur sensibilité sans penser qu'ils sont des personnes fragiles, finalement. Parce qu'il y a Mmh. aussi cette carapace, après on s'enferme dans un personnage peut-être qu'on n'est pas et ça peut aussi, se couper un peu de cette identité, de cette sensibilité. Donc c'est important que tout le monde puisse l'accepter. J'en parlais avec, ceux d'ici là. On parlait des enfants soldats. Mmh. Tu vois, tu as les enfants soldats, justement, ils se mettent, complètement une carapace Ouais. parce que par rapport à leur vécu et ils se coupent complètement. Ils peuvent aller tuer des personnes sans C'est émotion terrible. parce qu'ils ont été, endoctrinés et conditionnés comme ça. Robotisé, Voilà, en ouais, ayant vu en plus leur famille se faire tuer sous leurs yeux, qu'est-ce que tu peux, enfin, ça me donne des mais c'est terrible, c'est ouais terrible, et c'est c'est avec des l'âge immenses justement, c'est ça. traumatismes, et après, enfin, c'est des enfants qui seront cabossés, qui seront cabossés. C'est non, non, bien sûr, de toute façon, à force de se couper de soi, il y a toujours une distance entre ce que tu montres et ce que tu es vraiment et après il y a une dissonance, puis après ça peut être compliqué, mais c'est terrible de toute façon, quand on est enfant, d'être confronté à ce genre d'événement ou même quand on est enfant, tu vois, à moindre enfin, même j'ai pas envie de minimiser, tu vois? Mais quand on vit des traumatismes, des violences, enfin, tu vois, sexuelles, physiques, verbales, mais enfin, c'est tellement, ça va conditionner tellement l'enfant à avoir Mmh. tu vois, ça va être tout ce qui enfin, les conséquences que ça peut avoir, c'est terrible, en fait. Donc je sais plus pourquoi j'en suis venue à parler de ça, tu vois? Non, Mais parce que je te parlais des ouais, les enfants soldats, après ouais, de j'ai la comparé, bon, c'est peut-être la comparaison
est pas bonne, Ouais, c'est mais ça, c'est, c'est les traumatismes, en fait. ouais. C'est les conséquences que peuvent avoir des traumatismes comme ceux-là dans la vie d'un adolescent, puis ensuite d'un adulte. C'est vraiment se traîner avec des lourds bagages après qu'il va falloir traiter, Ouais, plus qui tard, font que, comme tu dis, tu enfouis et oui, voilà, c'est ça. ta Ouais, vraie personnalité, enfin tes émotions, complètement. et cetera, parce que tu as vécu tel ou tel traumatisme Ouais. et Oui, et que puis du y avoir coup, de la bah, ouais, dissociation, c'est ça. alors pas tous les pareil, les traumatismes s'expriment différemment selon les personnes, mais souvent, tu vois, ça peut créer, beaucoup de problèmes. Enfin, tu vois, dans mon cas, où il y a eu des traumatismes, il y a eu cette sensibilité qui m'avait été constamment reprochée et en fait, je me suis dit que pour être acceptée, et aimée, telle que je suis, il va falloir que je réponde aux attentes des autres et donc je me suis tellement, tellement, tellement suradaptée à être exactement la personne qu'on attendait d'être. Donc c'est-à-dire que dans un groupe, si on me laissait la place, je prenais la place. Si on me disait de enfin, si on me faisait me sentir m'éteindre, je restais, je faisais rien. Mmh. J'acquiesçais à tout ce qu'on me proposait. Je portais le masque du clown, j'étais vraiment le clown, je faisais les blagues parce que je me suis dit: «OK, j'amuse la galerie, je vais être quelqu'un d'important», je me laissais humilier et j'en profitais pour m'humilier encore plus parce que j'avais l'impression que ça me faisait rire les gens, tu vois? Pour appartenir à un groupe, et me sentir aimée. Mais à force de me suradapter, à l'âge de 25 ans, quand j'ai découvert l'hypersensibilité, je n'avais aucune idée de qui j'étais. Incapable. J'exprimais des émotions, mais j'ai l'impression qu'il y avait une certaine distance entre ce que j'exprimais, ce que je ressentais. On me demandait qui j'étais, aucune idée, aucune idée. J'avais l'impression que j'aimais rien, que j'avais aucune passion, qu'on me demandait de me définir que des défauts. Je suis mal enfin, par rapport aux défauts, enfin, tu vois, à ce qu'on me disait. Je suis mal aimable, je suis trop fragile, j'ai un mauvais caractère, je suis capricieuse. Tu vois, tout ce qu'on me disait dans l'enfance, finalement, j'avais l'impression de me définir qu'à travers ça et j'avais l'impression d'être une mauvaise personne et en fait, quand j'ai un peu Travailler enlevé, sur tu vois, toi. travaillé sur moi, enlevé toutes ces carapaces que je me mettais, je me suis dit: «Mais waouh!» Mais en fait, j'ignorais qui j'étais. Donc j'ignorais cette sensibilité, les forces que j'avais, les passions qui pouvaient m'animer, le caractère que j'avais. C'était incroyable à quel point je me suis dit: «Mais oh, j'étais complètement à côté de la plaque». Et là, c'était Complètement. comme une renaissance, Ah bah, quelque part. une libération. Une libération. Je suis renée de mes cendres. Vraiment, j'avais l'impression que, tu vois, plus j'apprenais à me connaître et plus il y avait, ces peaux qui s'enlevaient, qui s'enlevaient, qui s'enlevaient, qui s'enlevaient pour au final creuser et me dire: «Ah mais en fait c'est moi, c'est ça, je suis comme ça». Mmh. Heu, Incroyable. Bonjour Jennifer, ça faisait je te connaissais pas avant. Mais c'était vraiment un peu ça et c'est pour ça que je dis que, tu vois, la découverte de mon hypersensibilité, c'est vraiment le premier jour du reste de ma vie, tu vois? J'avais vraiment l'impression d'être née à ce moment-là. Mmh. On parlait des pervers narcissiques, des manipulateurs et tout. Donc on sait que souvent, les hypersensibles sont leur proie, Mmh. c'est ça, hein? Ouais, il y a un profil, en tout cas, ils sont dans le profil. Ouais, c'est ça. Et donc tous ces mecs-là, enfin toutes ces personnes, s'acharnent, en les détruisant psychologiquement. Comment, lorsqu'on est hypersensible, on peut se protéger de ce genre de personnes? Alors, il y a plusieurs, enfin, déjà, je vais partager un fait, c'est-à-dire que j'ai été moi-même victime de ce genre de personnage manipulateur. Donc j'étais dans le profil type, hein. Il savait très bien, je pense, à qui s'en prenait, une gamine de 20 ans, qui était un peu, perdue, très sensible, très envie un immense besoin d'amour, vraiment un immense besoin d'amour à combler, enfin, pas de confiance en soi, pas d'estime de soi, la proie idéale et très cabossée, voilà, très, très cabossée et et donc tu vois, j'ai vécu, pendant, 7 mois, donc ça a pas duré «très longtemps» entre guillemets, une relation, d'emprise totale, tu vois? Donc au début, c'était, des violences verbales, après c'est on lève le poing dessus, après c'est le premier ta gueule, après c'est la première insulte, après c'est le premier, tu vois, poussé dans les escaliers, et puis après ça finit par, la scène, affreuse où vraiment, il t'étrangle, il te menace de te tuer, enfin vraiment une relation mais horrible. Je sais pas si c'était un amour, enfin toxique complètement. Il me rendait folle et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au tout début, il m'a donné tout ce que j'avais besoin. Il m'a bien, tu vois, enveloppée, fait tomber profondément amoureuse, je sais même pas si c'était de l'amour, pour après en fait, te détruire. C'est vraiment de la destruction et donc donc déjà ce que je veux dire aussi, c'est que quand on est dans une relation d'emprise, c'est très compliqué, de se rendre compte un peu, tu vois, de ce qui se passe, ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps à se faire, tu vois, à sortir de cette, relation et souvent l'entourage,
on peut être bien accompagné, mais des fois l'entourage ne sait pas comment s'y prendre. Dans mon cas, je me rappelle que ma meilleure amie de l'époque m'avait dit: «Si te retapes sur la gueule, ce sera bien fait pour toi parce que tu seras retourné», tu vois? Je pense pas que ce soit les mots que j'aurais eu Mmh. envie d'entendre. Je pense que ma mère, elle était un peu déboussolée, elle savait pas trop. Je pense qu'à la fois, elle avait envie que je le quitte et en même temps, elle savait très bien que ça sert presque à rien de dire, «Quitte-le» parce qu'à chaque fois tu reviens, tu vois? Le mec, il revenait avec un bouquet de fleurs, tu vois? C'est le cliché total. Donc je pense que pour vraiment, éviter de tomber sur ce genre de personnes, je pense qu'un travail sur soi, c'est nécessaire. Tu vois? D'apprendre à se donner aussi à soi-même ce besoin immense d'amour que l'on peut avoir et que moi, j'ai eu besoin de combler par l'amour qu'il me donnait, tu vois? Ces marques d'affection, ces compliments, j'avais l'impression d'être la femme la plus importante Mmh. du monde, tu vois? À ses yeux. Hem, tout ce toutes ces choses que finalement je recherchais et qui me donnaient, tu vois? Si j'avais peut-être eu cette confiance en moi, cette estime de soi, j'aurais peut-être pu percevoir que déjà c'était un peu de la manipulation, mais surtout, j'aurais pas eu autant besoin de ces paroles pour moi ensuite, combler cela. Donc je pense que c'est très important de définir dès le début des limites. C'est-à-dire que tu me lèves pas la main dessus, tu me parles pas mal, tu m'insultes pas et ça vraiment d'être, au clair sur ça. C'est-à-dire une relation, c'est du respect. À aucun moment tu me dénigres, ça devrait être des red flags immenses. Moi, je sais que peu importe ce qu'il me disait, j'y retournais parce que je pensais que il avait raison finalement, tu vois? Dans la soirée d'horreur que j'avais vécue, il y a une phrase, tu vois, les mots m'ont fait beaucoup plus de mal que les coups. C'était à l'époque, je voyais un psychologue, j'étais très, très, très mal. Bah, en plus, avec cette relation affreuse, c'était terrible. J'avais loupé mon premier semestre parce qu'il m'empêchait de réviser le journée, et j'étais obligée de faire des nuits blanches pour réviser la nuit pour qu'il me laisse tranquille, en fait. Sinon, il faisait que de me reprocher. Il m'avait fait quitter mon appartement, isolé de mes amis. Il commençait à m'isoler de ma famille, à critiquer ma mère, mon père, mon frère, tu vois? Pour vraiment qu'à chaque fois, je sois qu'avec lui. Tu vois, ne pas se laisser parce qu'en fait, si tu commences, c'est facile à dire encore une fois, tu vois? Je vais donner de morale à personne, mais en acceptant une fois qu'il m'ait levé la main dessus et que j'y suis retournée, qu'il m'ait, violentée, j'y suis retournée, à chaque fois que j'acceptais ah non, c'était la C'était le phrase, mot. c'était le mot. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ce que tu me parlais, je dis: «Mais C'est c'est vrai le ça. mot, en fait!» C'était le mot, tu vois? Pendant ce moment, tu vois, j'avais vu des psys et ils m'avaient dit: «Tous les psys du monde ne pourront rien faire pour ton cas» et là, je me suis dit: «Je pense que j'ai un problème, il pense que j'ai un problème». En fait, tu vois, il m'avait convaincu que j'avais un problème et ça, c'était hyper dur et le fait, tu vois, à chaque fois, ça va être des petites phrases. Ouais, bah, tu vois, quand on dit: «Ouais, c'est les putes, en gros, qui vont en boîte», parce que j'allais en boîte de nuit. Tu vois? Et moi, je disais rien, «Beh, non, pas du tout» et en fait, chaque petit mot, à chaque fois, vont encore plus te dénigrer, plus briser ton estime de soi et donc ça, ce qui est hyper important, c'est confiance, enfin, c'est respect dans une relation. Ne jamais accepter la première main levée. Jamais accepter la première insulte. Une insulte, ça peut partir de temps en temps, mais tu vois, il y a des fois Ouais, des vraiment insultes des qui sont red trop, flags, bah, bien ouais, sûr. des red flags, tu vois? Tu qu'une merde, façon, il y a que moi qui pourrais t'aimer, tu vas finir seul, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est cette personne et puis il y a beaucoup de tentatives de suicide aussi, enfin de chantage au suicide. Moi, c'était, «De toute façon, si tu me quittes, je vais me suicider». C'est horrible, tu vois? Mais très peu de gens passent à l'acte, tu vois? Ce genre de personnes, ils passent pas à l'acte, c'est juste un lien de manipulation avec l'autre pour pas te la laisser partir. Donc je pense que l'établissement des limites est essentiel dans ce genre de relation. L'estime de soi, retravailler sur son estime de soi, sur ce besoin, tu vois, des fois d'amour, la peur de l'abandon, cette dépendance affective, tu vois, moi je l'avais en tout cas, qui peut des fois avoir lieu et qui va c'est un terrain propice à ce genre je sais pas, même pas de mot, de manipulateur. Tu vois, ce travail personnel sur soi et l'établissement des limites, pour moi, c'est les 2 principaux Mmh. conseils. Mais en tout cas, si par contre, vous êtes enfin, quelque personne que ce soit dans une relation d'emprise ou de violence comme ça, ne pas hésiter à en parler, en tout cas à une personne de confiance, un ami ou à quelqu'un avec qui on va se sentir à l'aise et il y a le numéro, je crois que c'est le 3919, qu'on peut appeler, et ça, c'est très, très important d'en parler à un médecin, de faire constater, tout ce qui va être, blessure, pour un jour si, pour aller porter plainte et tout, vraiment. Mmh. Ne jamais sous-estimer une quelconque violence, en fait, et la prendre toujours au sérieux. Donc je sais pas si c'est vraiment des conseils parce que c'est les Non, après, ça, c'est propre, enfin, c'est personnel, tu vois? oui, Tu c'est le personnel, mais en tout cas, et puis je sais pas si ça peut vraiment aider quelqu'un, ce que je veux dire, tu vois? Mais je pense pour moi, c'est vraiment fondamental, tu vois? C'est au moins les limites, ne jamais laisser passer. Mais dans relation, bien sûr. quelconque Mmh. relation, un ami, il va te dire, «Tu une merde» ou les choses comme ça passe pas. Mmh. Non, personne ne doit te dénigrer. Mmh. Mais c'est vrai que généralement, dans une relation amicale, on laissera pas passer ce genre Ouais. de remarques
Et dans une relation sentimentale, on va se laisser, Mais surtout bon, quand on est dans une relation d'emprise, en fait. c'est ça. Ils ont une telle manipulation, ils savent tellement bien comment. Tu vois, ça va être. Il y a ces périodes de violence, on se dit, mais comment c'est possible? Ta vie, ça a l'air d'être un enfer. Comment tu peux laisser ça? Ouais, mais souvent, après une période comme ça, mais après, il y a la période de lune de miel. Donc, des excuses, des restos, des je t'aime, tout Le est bouquet beau. de Tu vois, ce fleurs, qui comme tu fait. dis. Voilà, Ouais. tout ça va te faire pas oublier, mais. Et puis après, il te fait croire. Enfin, ils peuvent te faire jusqu'à croire que tu es folle. Le jour où il y a eu les violences, euh, le lendemain, il m'a il m'a dit: «Rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé, c'est pas vrai, j'ai jamais fait ça» et j'en suis venue à me dire: «J'ai tout inventé» et pendant des semaines, enfin des jours, j'ai douté de ce qui s'était passé et ce que j'ai la chance, c'est que ma mère, en fait, était au téléphone avec moi et elle a pu me dire: «Mais non, il s'est vraiment passé ça». Mais tu vois à quel point ils peuvent Mmh. te complètement te manipuler psychologiquement jusqu'à te faire douter de ce que tu as vécu, quoi. C'est incroyable. C'est triste, vraiment, c'est triste, Faites attention aux gars, complètement. les nanas. Ouais, À l'époque, j'avais fait moi un morceau avec, Oxmo Puccino, je sais pas si tu vois qui c'est? non. Donc, j'avais fait un morceau avec Oxmo qui s'appelait «Le parcours d'une larme», c'était sur mon album. Selon toi, les larmes ne sont pas seulement une réaction émotionnelle. Qu'est-ce qu'une larme du coup? Une larme? Et une larme, ouais, c'est une question, question difficile. Non, une larme, ça peut être une réaction émotionnelle, mais les larmes, en fait, elles peuvent être aussi, Une larme de automatiques. crocodile? Ouais, elles peuvent être automatiques. On peut se forcer à pleurer. Moi, je sais le faire. C'est la seule chose de l'acting que je sais faire. Non, Vas-y, mais franchement, je vais faire une tête, ça donne pas à la rigueur, on coupe le moment. ils vont changer de Ça va être terrible. Non, mais ça peut être en réaction à une émotion, je pense, les larmes, mais ça peut être aussi, je pense quand même que c'est beaucoup lié aux émotions, mais ça peut être, tu vois, quand on coupe des oignons, finalement, les larmes, elles sont aussi là. Je pense que ça peut être lié aux émotions, donc dans le sens où ça peut être enfin, moi, je trouve que, tu vois, une larme, ça peut pas forcément être c'est pas parce qu'on pleure qu'on est triste, tu vois? Genre, je dirais plus de ce sens-là. C'est pas parce qu'on pleure qu'on est toujours triste. On peut pleurer parce qu'on est joyeux, on peut pleurer donc ça va être beaucoup quand même lié aux émotions, hein, parce que finalement, les autres endroits où on pleure pas, c'est qu'on a du froid dans les yeux, enfin, quand on pleure et ou qu'on comme n'est les pas oignons triste. comme tu dis. Voilà, quand il y a froid dans les yeux, quand, ça va être des larmes, en plus, il y a des larmes différentes. Il y a les larmes basales, les larmes, j'avais fait un article sur ça, je me rappelle plus exactement, mais c'était très intéressant, tu vois? Parce que il y a pas les mêmes protéines dans les larmes, émotionnelles que les larmes qui vont se tu vois? Quand on coupe des oignons, par exemple. Ou, il va aussi pas y avoir la même, tu vois, les larmes, elles vont être salées et d'autres qui vont avoir moins de sel. Enfin, c'est vraiment très intéressant les subtilités qu'il peut y avoir entre les larmes. Mais par contre, je pense que c'est pas parce que, voilà, on peut pleurer sans être triste. Souvent, on associe, la tristesse aux pleurs. Mmh. Non, on peut pleurer parce qu'on est en colère. On peut pleurer parce qu'on a vécu une injustice. On peut pleurer parce qu'on est hyper joyeux et on peut pleurer parce qu'on est épuisé, à bout et que la moindre chose, quand on est, irrité, tu vois? C'est que les larmes, ça peut être un moyen d'extérioriser n'importe quelle émotion. Donc, je pense pas avoir répondu hyper bien à ta question, Si, si, mais, si. Moi, je sais que personnellement, quand je vois quelqu'un pleurer, même sur ce fauteuil, il y a déjà des filles qui ont pleuré, bah, je me mets à pleurer. C'est comme ça, c'est automatique. Si tu pleures, je me mets à pleurer. Ma mère, c'est pareil. Quand elle me voit après, c'est vrai que moi, je pleure beaucoup aussi en rigolant. Il y a Ouais. des trucs qui me font Ah, mais tellement oui, mais rire, mais pour des bêtises, hein. Je vais ouais. rigoler et je vais pleurer, mais pleurer, 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 quoi, tu vois? Est-ce que tu penses, toi, comme je te disais que ma mère, elle pleure aussi, que c'est automatique, est-ce que tu penses que c'est héréditaire? De fait de pleurer? Le fait de, ressentir ce genre d'émotions et de réagir de cette façon? Alors, je pense que la sensibilité, en effet, il y a une part d'hérédité. De toute façon, il y avait des études qui ont prouvé ça, donc je pourrais pas te donner lesquelles. Mais, il y en a, en tout cas. Certaines études montrent qu'il y a une certaine hérédité au niveau de la sensibilité, hein. Souvent, déjà, de toute façon, les chiens ne trompent pas des chats. Par rapport aux réactions, le fait de pleurer, je pense que là, tu vois, de ce dont tu parles, c'est, je me mets à pleurer quand quelqu'un pleure, c'est aussi faire preuve d'empathie, tu vois? Tu ressens, tu te mets à la place de l'autre, c'est toujours émouvant, ça doit te peut-être, en réaction, ça va te donner envie de pleurer parce que tu es attristé. Donc je pense que c'est aussi beaucoup une forme d'empathie, finalement, tu fais preuve d'empathie en pleurant avec l'autre personne. Donc, est-ce que c'est héréditaire? Le fait de pleurer comme ça quand on voit quelqu'un, je ne sais pas, je pense que c'est l'empathie. Par contre, je pense que la sensibilité peut être héréditaire, ouais. Donc, OK. Ah ouais, la sensibilité, elle est ouais, héréditaire. il y a en tout cas, Ouais, de les certaines études, études. Maintenant, voilà, c'est à prendre avec des pincettes parce que, bon, il y en a plein qui vont dire n'importe quoi les études. Hem, les études que j'ai lues, en tout cas, qui ont été, menées aux États-Unis, il me semble, disent qu'il y a une part d'hérédité dans la sensibilité et l'hypersensibilité, en l'occurrence.
Donc et souvent, en fait, ce qui se passe aussi beaucoup, c'est que, les parents qui ne savent pas qu'ils sont hypersensibles ou à haut potentiel intellectuel ou TDAH ou tout ça, c'est en emmenant un enfant où ils se disent: «Ah, il a un peu des besoins différents et des particularités, je vais l'emmener faire un diagnostic ou un test» ou des choses comme ça et c'est là qu'en fait, Ils se grâce au rendent compte, bien diagnostic, sûr, ouais. voilà, de l'enfant, ils découvrent eux-mêmes qu'il y a quelque chose derrière. Donc tu vois, finalement, ça se transmet un peu. Alors là, je vais poser une question on en a parlé tout à l'heure, mais je te la pose, plus précisément. Donc, dans un monde où l'ultra-virilité est valorisée, comment t'expliques que tant d'hommes répriment leurs émotions? Ouais, justement, c'est là l'ultra virilité, en fait, c'est ça, c'est tout là le problème, c'est que, aujourd'hui dans notre société, ma les à la rigueur, la sensibilité d'une femme, elle est un peu plus acceptée, même s'il y a quand même beaucoup de tabous, hein, les femmes qui sont trop sensibles, des hystériques, machin et tout et j'en passe, voilà. Mais les hommes, c'est encore pire parce que dès le plus jeune âge, on va dire aux garçons de ne pas pleurer, que les hommes, c'est des fragiles. On peut en plus, considérer, tu vois, les hommes sensibles avec, tu vois, tu vois, une orientation sexuelle spécifique, tu vois? Enfin, Ou même on dit: «Tu pleures comme une gonzesse», voilà, tu vois? ouais. Enfin et puis même, tu vois, dire, c'est il ou elle est gay, parce qu'il est plus sensible, tu vois? Enfin, je trouve ça tellement, catégorisant vraiment, mais c'est je ne Et supporte réducteur, ouais, ouais. je ne supporte pas ça, ça ne veut rien dire en plus du tout. Donc forcément, aujourd'hui, être viril, c'est ce qui est beaucoup mis en avant, donc être viril, c'est quoi? C'est, ne pas montrer ses émotions, ça va être, se montrer dur, se montrer fort, ne jamais exprimer sa vulnérabilité, ne jamais oser se confier. Mais quand on a des et ça, c'est être un vrai homme, tu vois? C'est un peu dans ça les clichés. Bah, c'est compliqué après quand tu grandis dans ce contexte-là, d'oser exprimer ta sensibilité parce que si tu exprimes ta sensibilité ou tes émotions, bah, tu pas un vrai homme et si tu pas un vrai homme, tu quoi? Parce que tu corresponds pas à l'image que, la société a d'être un vrai homme. Bah, c'est compliqué et ça, c'est pour ça que c'est hyper important d'en parler et c'est dommage qu'il y ait pas de plus en plus de enfin, il y a des je pense qu'il y a déjà des hommes qui prennent la parole sur ces sujets, mais ça serait encore mieux s'il y en avait davantage, tu vois, qui osaient parler d'hypersensibilité, de sensibilité. Il y a Ben Never qui l'a fait, je sais pas si tu connais, c'est un youtubeur, il fait aussi des émissions sur Canal+, il me semble, qui a fait un livre, «Je ne suis pas viril», je crois et qui parle de l'hypersensibilité, donc je trouve ça génial. Major Mouvement qui a une grosse communauté aussi, qui a parlé de sa sensibilité, son hypersensibilité, je trouve ça aussi génial. Donc tu vois, ça manque ce genre de personnes, d'hommes qui puisse, dire, mais je suis un homme, tu vois? Genre, je peux être viril et sensible ou même si je suis pas viril, on s'en fout finalement. L'important c'est d'être bien comme on est, tu vois? Donc voilà pourquoi, les hommes répriment leurs émotions aussi, enfin en Mmh. tout cas beaucoup et moi je sais que j'ai beaucoup de témoignages d'hommes au sein de ma communauté qui ont beaucoup de mal, enfin c'est pas qui ont beaucoup de mal à s'identifier à l'hypersensibilité, mais qui n'osent pas, se l'avouer et qui en souffrent énormément parce que à cause de toutes ces injonctions, hem, toutes ces années à devoir réprimer leurs émotions pour appartenir à un cadre spécifique de ce que c'est un homme, tu vois? Donc après ça pose beaucoup de questionnements et tout et ça doit être difficile de trouver sa place des fois dans cette sensibilité ou en tout cas, tu vois, de bien vivre avec quand, bah, toutes ces années on nous a dit que tu pas un homme si tu sensible, tu vois? Donc il est vraiment temps que ça change et je pense que c'est en libérant la parole sur le sujet, en déstigmatisant la sensibilité et s'il y a de plus en plus d'hommes avec de la notoriété, c'est mieux parce que c'est là où ils touchent le plus de public, qui osent prendre la parole sur ces sujets, ça serait vraiment super parce que je pense que ça pourrait aider beaucoup de personnes. Mmh. C'est vrai que c'est l'hypersensibilité, c'est normal, on va dire, chez la femme, parce que Ouais c'est qu'elle et on encore, va tu dire vois? oui, c'est une femme, c'est fragile, une femme, c'est doux, une femme, c'est Ouais, c'est ci, une femme, encore c'est ça. plein de clichés. Voilà, c'est ça. Et que l'homme, oui, il est obligé d'enfouir cette partie-là. Mais après, on va dire, bah, c'est normal, c'est le chef de famille, c'est lui qui doit se battre pour sa famille, il doit être fort, il doit montrer une image forte, quoi. Ce Ouais, qui n'est pas faux non plus, hein. Quelque part, tu dois quand même faire face à une société qui est ultra difficile, ultra dure, où la vie, elle est dure, hein. la Donc si vie tu montes pas, tu tapes pas du poing sur la table, bah, je pense qu'on peut être «fort» entre guillemets tout en exprimant sa sensibilité, tout en exprimant sa vulnérabilité, tu vois? Bah, c'est absolument pas pour me vanter, mais je pense être quelqu'un de fort, tu vois? Qui est résiliente, et pourtant, je suis très sensible, je suis très vulnérable. J'ose montrer cette vulnérabilité et justement, je trouve que c'est une force parce que en osant exprimer ta propre vulnérabilité, tu vas encourager les autres à le faire et mmh, peut-être à comprendre certaines choses et tout, tu vois? Donc je pense qu'il y a beaucoup de clichés. Une femme, ça doit être comme ci, un homme, ça doit être comme ça, un homme, il doit porter sa famille. Je pense que les temps changent, je pense que
une femme peut porter autant sa famille qu'un homme, tu vois? Et qu'il y a pas besoin d'être fort, de pas montrer ses émotions, d'être ainsi, d'être comme ça, pour être fort, pour porter le foyer et pour affronter la vie qui est dure. Je pense qu'on peut se montrer vulnérable et totalement affronter les épreuves de la vie, tu vois? Vraiment. Et justement, en se montrant vulnérable, on va oser aussi pouvoir régler ces problématiques qu'on a, tu vois, à l'intérieur. On va pouvoir oser se laisser accompagner parce que quand on a cette, injonction ou, cette croyance que, il faut être fort, pour, je sais pas, affronter la vie, bah, quand on va rencontrer des problèmes ou qu'on va se sentir mal dans notre vie, tu vois, on va pas oser se faire accompagner parce que, bah, les psychologues après c'est pour les C'est fous, pour tu vois? les C'est fous, ça, bien voilà, sûr, c'est ouais. pour les fous, mais je vais pas me faire accompagner, j'ai pas besoin d'un psychologue, en quoi ça va m'aider? Et pourtant, je pense que toute personne aurait besoin d'un psychologue, même si Ouais. on va bien ou pas bien. Et il n'y a aucune honte à se faire accompagner. Au contraire, ça ne peut faire que du bien, en fait, Ouais, tu bah, c'est très bien que tu le dises. C'est vrai que un psychologue, enfin nous on n'est pas assez accompagnés en France et comme je l'avais déjà dit je crois dans un entretien, aux États-Unis, tu changes de travail, tu es accompagné par un psychologue. C'est quand même fou. vois? Ouais, Moi à la base on m'a dit ça, je dis: «Quoi? Mais c'est quoi ces mais je trouve gens-là?» ça Tu fou, vois? je trouve ça trop bien. Mais c'est super en Ah, fait. j'adore, Tu changes complètement de métier ou de société ou ouais, d'entreprise, bah, trop bien, fais-toi accompagner et normalement on devrait tous être accompagnés comme ça. Parce que complètement. c'est vrai que même, ceux qui se suicident pour quelqu'un, bon, je sais pas s'ils se suicident pour quelqu'un ou si c'est un mal-être qu'ils ont Mmh. d'eux-mêmes et qu'ils l'ont reporté, enfin, à travers la personne. Mais, si cette personne-là était accompagnée, peut-être elle serait encore, Complètement, après, tu vois, la dépression, des fois, ça peut être très, très sévère et ça peut être enfin, tu vois, c'est un vrai accompagnement. Enfin, c'est une maladie, la dépression, de ouais, toute ouais. façon. Mais complètement, en fait, tout le monde devrait être accompagné ou en tout cas, ça ne devrait pas être aussi stigmatisé que ça l'est aujourd'hui, tu vois? Et tabou. Mais tabou, mais je trouve Ouais. ça fou, en fait, de pas oser et je me rappelle, je sais pas pourquoi cet exemple m'est venu en tête, mais je devais faire une vidéo pour, enfin, j'ai fait une vidéo pour, la sortie de mon livre, en fait, et je devais faire une sorte de micro-trottoir autour de la sortie, du livre et j'avais posé plusieurs questions, dedans, dont, que je voulais poser aux gens et je voulais leur dire, je crois: «Est-ce que vous avez déjà été voir un psychologue?» Et la personne qui m'accompagnait sur le tournage de la vidéo, elle me fait: «Mais tu peux pas poser cette question et tout, heu, c'est indiscret», et je lui dis: «Ah!» Je fais: «C'est marrant», je fais: «Moi, je vois pas le problème, en fait», et du coup, sa réponse, tu vois, ça me faisait me dire: «Mais en fait, il y a encore beaucoup de chemin à faire parce que ça ne devrait pas être une question indiscrète». Alors je peux comprendre, tu vois, que ça peut être indiscret des fois, mais en même temps, ça devrait pas être tabou, tu vois? C'était plus dans le sens tabou, mais tu peux pas demander ça aux gens, les gens vont pas oser le dire, c'est ça se fait pas et tout, alors que finalement, ça pourrait comme, bah, je vais chez le médecin. Bah, bien sûr. Qui a honte de dire que je vais chez le médecin? Bah, oui Personne. et le résultat justement de ce micro-trottoir? Mais finalement, j'ai pas posé cette question. Ah, c'est vrai? Ce qui est Non, j'ai pas dommage. posé cette question parce Ouais. qu'on avait très, très peu de temps et je me suis enfin, Ouais, donc c'était ça un peu t'a mis, compliqué. Bah, je voulais en fait, on n'avait pas du tout le temps de poser la question, donc je me suis focalisée sur une seule question plutôt que d'en poser plusieurs mais j'aimerais un jour faire un micro-trottoir et poser ce genre des questions, à des personnes pour, parce que tu vois, moi, je baigne dans le milieu de la santé mentale, de l'hypersensibilité. J'ai ce regard un peu ouvert sur ça et des fois, j'ai l'impression que, du coup, tout le monde, est comme moi, entre guillemets, et qui pense ça et finalement, il suffit de sortir un peu de, tu vois, de ma ouais, bah, petite bien bulle sûr. pour me dire: «OK, pas du tout». Donc il y a encore du travail et j'aimerais bien faire un peu l'état des lieux dans la rue, de ce que les gens en pensent. J'ai l'impression que ça évolue, mais à quel point? Tu vois, je sais pas. Mmh. Et justement, on vit dans une époque où on parle, beaucoup de santé mentale. Oui, Est-ce que l'hypersensibilité peut avoir un impact sur la santé mentale? c'est une très bonne question. Alors, oui, en effet, je pense que l'hypersensibilité peut avoir un impact sur la santé mentale, même si c'est pas lié. Mais ça peut avoir un impact dans le sens où, déjà, on peut rencontrer certaines problématiques quand on est hypersensible, donc il y a des forces, hein, forcément, mais on peut aussi rencontrer certaines, problématiques. En plus, si ça peut être lié à des traumatismes, donc du coup, voilà, souvent, il peut y avoir, alors je sais pas si ça peut avoir un impact ou un lien, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes hypersensibles qui vont avoir des problématiques de santé mentale. Les 2 ne sont pas forcément liés, mais en tout cas, ça peut l'être. Parce que parfois, derrière l'hypersensibilité, il y a une anxiété. Mais alors l'anxiété et l'hypersensibilité, c'est pas lié, tu vois? C'est là où des fois on fait un peu l'amalgame en disant: «Oui, toutes les personnes hypersensibles sont anxieuses». Non, et puis ensuite c'est 2 choses différentes, et c'est important de le dire parce qu'on traite pas les choses de la même façon. L'hypersensibilité, on apprend à vivre avec, l'anxiété, on peut la soigner. Donc en effet, parfois en plus, au niveau santé mentale, il peut y avoir, derrière l'hypersensibilité, des troubles anxieux. Il peut y avoir un TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Il peut y avoir un trouble du spectre de l'autistique. Il peut y avoir le haut potentiel intellectuel. Alors là, j'ai pas envie de faire l'amalgame non plus en disant que ça, c'est que des problèmes liés à la santé mentale, mais en tout cas, il peut y avoir, tu vois, toutes ces choses-là, derrière et en effet avoir des impacts. Il y en a qui souffrent, mais comme dans toute personne finalement, peut-être qu'il y a
plus grande proportion chez les personnes hypersensibles à souffrir d'anxiété, de dépression ou autre. Mais donc voilà, tu vois, je fais attention à ce que je dis parce que j'ai pas envie de faire une Mmh. corrélation directe, mais en tout cas, sans faire de généralité, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent rencontrer des problématiques de santé mentale, enfin, moi la première. Mmh. Moi la première. Alors qui dit, hypersensibilité, dit, forcément contrôle, le contrôle des émotions. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend quand on est hypersensible? Qu'est-ce qui s'apprend? Le contrôle des émotions? Ouais. Alors, déjà, je dirais pas que, qui dit hypersensibilité dit forcément contrôle, parce qu'il y a pas de enfin, moi, déjà, je suis contre le terme contrôle. Tu vois, le contrôle, pour moi, contrôler, c'est réprimer. Ça veut dire, essayer d'enfouir une émotion. Donc à partir de là, c'est pas bon. Enfin, tu vois, quand on réprime ses émotions, je préfère utiliser le terme de réguler les émotions. Réguler, maîtriser. Donc ça s'apprend, bien évidemment, ça s'apprend de réguler ses émotions. C'est un long travail, ça va être un travail de compréhension de ses émotions. Déjà, comprendre ce que l'on ressent, analyser, tu vois? Identifier, nommer l'émotion et en plus, il y a une étude qui montrait que à partir du moment où on nomme son émotion, enfin, le fait de nommer son émotion diminue automatiquement l'intensité de celle-ci. Donc tu vois, par exemple, tu ressens une grosse colère, le fait de dire: «Je ressens de la colère», ça va tout de suite automatiquement diminuer l'intensité de cette émotion. Donc ça, c'est important et puis après, tu vois, il y a ce travail d'extérioriser ses émotions parce que quand on enfouit tout, bah, c'est comme on disait tout à l'heure, ça peut se Ouais, manifester, tu un jour, voilà, tu exploses, ça peut se manifester par du mal-être, de la dépression, de la scarification, des maladies ou autres. Donc c'est important de les extérioriser. Donc les extérioriser, ça peut être en parler, ça peut être du dessin, du yoga, du sport, ça peut être, l'écriture. Moi, je sais que l'écriture, c'est ce qui m'aide le plus, tu vois? Mais de pouvoir poser par écrit ses émotions, c'est hyper important. Donc je pense que c'est essentiel quand on est hypersensible d'apprendre à réguler ses émotions et de ne pas se laisser emporter ou, submerger totalement par ses émotions. Des fois, ça déborde complètement, des fois ça déborde, même quand tu apprends vraiment tout le temps à les extérioriser, à les réguler et tout, ça peut déborder, ça arrive, c'est OK. Mais je pense que c'est important, tu vois, de faire ce travail, pour ne pas se laisser envahir et que nos émotions dictent notre vie, tu vois? Ce qui peut des fois se passer un peu. Tu parles souvent de cultiver sa propre sensibilité. Mmh. Concrètement, ça passe par quoi? Donc cultiver sa sensibilité, ça va être, c'est quand le fait d'apprendre à vivre avec, d'apprendre à en faire une force, c'est ça qu'on t'entends par Mmh. cultiver? Enfin, il est certain que, on peut apprendre à exploiter cette sensibilité, parce que, comme on disait, elle nous offre plein de forces. Mais pour aussi pouvoir exploiter tout le potentiel que nous offre notre sensibilité, ce qui va être important, c'est d'apprendre à vivre avec finalement. Donc, vivre avec, ça va être la comprendre. Donc comprendre, comment cette, hypersensibilité en l'occurrence, se manifeste. Comment elle se manifeste au niveau de mes émotions. Quels sont les déclencheurs de mes émotions? Les déclencheurs chez moi ne vont pas forcément être les déclencheurs chez toi parce que ça peut dépendre aussi de notre histoire de vie. Donc, c'est important de faire ce travail sur soi. OK, enfin, je sais que, par exemple, moi, par rapport à l'hyperémotivité, par rapport à mes émotions, je me suis posé la question, tu vois? Au tout début, quand j'ai cherché à comprendre comment ça se manifestait et pourquoi j'étais si différente au niveau des émotions par rapport aux autres, je me suis dit: «OK, dans telle situation, on m'a dit que j'avais exagéré. Pourquoi la personne a pensé que j'avais exagéré?» Et du coup, je remettais dans le contexte, tu vois? Je réanalysais la situation, mes émotions. OK, c'est venu réveiller quoi chez moi? Et du coup, ça m'a permis de comprendre plein de choses en moi. Pour la au niveau, sensibilité sensorielle, pour aussi apprendre à mieux vivre avec parce que malheureusement, bah, on ne peut pas se débarrasser de ça. On doit apprendre à vivre avec. Ça va être important, tu vois, de trouver des outils au quotidien qui vont nous faire du bien. Donc par exemple, moi, pour le bruit, là, j'ai, 2-3 paires de bouchons d'oreilles dans mon sac. J'ai pas emmené mon casque anti ah si, j'en ai un. Il est dans mon sac aussi, c'est pour ça qu'il est très, très lourd mon sac. Mais, j'ai un casque anti-bruit, des bouchons d'oreilles que je mets la nuit pour travailler tout le temps. Les lunettes de soleil, obligatoires pour la lumière. Les vêtements, tu vois, ça, c'est du coton. Je fais attention à pas mettre de mat et encore celle-ci, je supporte plus trop, la matière. Mais, tu vois, ça va être, savoir, en fait, comment pallier de ces désagréments qu'on peut rencontrer. Donc il y a des outils, pour ça au niveau des sens et puis de façon générale, je pense que au delà de l'hypersensibilité, ce qui est hyper important pour la cultiver et apprendre à bien vivre avec, c'est d'apprendre à se connaître. Et donc, en dehors aussi de cette sensibilité, quels sont mes besoins? Quelles sont mes limites? Quelles sont mes valeurs? Et donc ça va permettre aussi d'ajuster sa vie et son environnement en fonction de ça. Puisque quand on connaît pas ses limites, bah, on va avoir tendance à les dépasser. Alors que aussi on sait que quand on est hypersensible, souvent nos besoins ils sont très intenses et puis on peut avoir besoin, profondément de se ressourcer après avoir eu plein d'interactions. Mmh. Et ça, si on le sait pas,
bah, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va accepter des sorties, on va dire oui parce qu'on a peur de blesser l'autre, on va dire oui parce qu'on a peur de déranger. Donc au final, on se retrouve avec 5 activités en 5 jours et ça nous épuise complètement. Et après, c'est la surcharge assurée où là, pendant quelques jours, on va un peu déprimer, ça va être compliqué émotionnellement, on va être très, très, très fatigué. Alors que quand on sait que, OK, une activité, ça va me fatiguer, j'ai besoin le soir de me prendre un temps pour moi où je ne parle pas, je suis dans mon, tu vois, je prends les écouteurs, où je me fais une petite sieste et tout. Bah, juste ça, déjà, tu vois, tu vas trouver ton équilibre émotionnel. Les limites, pareil. Enfin, tu vois, par exemple, au niveau des interactions sociales, d'habitude, j'en ai très peu parce que moi, ça me prend une énergie de dingue, surtout quand il y a beaucoup de monde. Tu vois, je les limite. Je sais que je vois pas plus de 2 personnes par semaine. C'est assez pour moi et je les espace. Alors qu'avant, j'enchaînais, j'enchaînais, j'enchaînais. Je me suis dit: «Mais je comprends pas pourquoi je suis si fatiguée, j'en peux plus vraiment». Mais après coup, j'ai compris. Donc tu vois, cultiver sa sensibilité, c'est apprendre à se connaître, la comprendre aussi et surtout, se comprendre, identifier ses limites et mettre en place des choses dans notre quotidien pour adapter notre environnement, en fait. C'est pas, c'est à nous d'adapter notre environnement et on doit pas s'adapter à un environnement qui n'est pas le nôtre. Donc je sais pas si ma phrase est hyper Ouais, claire. c'est ça, c'est faire en sorte de pas se retrouver en «danger» entre Ouais, guillemets. parce qu'on peut pas, en fait, essayer de rentrer dans une case, tu vois? On peut pas si on est un carré, on peut pas rentrer dans un rond, tu vois? Mmh. Donc au bout d'un moment, il faut qu'on soit un carré pour rentrer dans le carré. Donc ça va être vraiment d'ajuster cet environnement. Par exemple, le meilleur exemple, ça va être le milieu professionnel. Je sais que le salariat, pour moi, dans mon cas, ça a été extrêmement compliqué et je me suis dit: «Je pense que je vais pouvoir tester plusieurs, postes dans un salariat. Le modèle ne me convient pas». Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je me suis mis à mon compte. Il y a des contraintes, c'est certain, mais par contre, il y a cette liberté dont j'ai besoin, cette créativité, il y a plein de choses que ça m'apporte pour trouver mon équilibre. Mais j'aurais jamais pu, moi, je pense, m'adapter au milieu professionnel. C'était impossible, donc j'ai dû adapter le milieu professionnel à moi, en fait. Mmh. Donc heu, donc tu vois, c'est trouver des ajustements et encore, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, souvent. Comment t'expliques que les hypersensibles soient encore mal compris aujourd'hui, surtout qu'on en parle, beaucoup et surtout mal pris en charge? Je pense que, les hypersensibles sont encore mal compris parce que, bien qu'on pense qu'on en parle de plus en plus et c'est la réalité, on en parle de plus en plus. Je pense que c'est aussi davantage les jeunes, tu vois? Les réseaux sociaux, c'est quand même un public relativement jeune qui sont dessus donc bah, les générations au-dessus, peut-être qu'elles comprennent moins parce que déjà, bah, elles sont même pas au courant. Il y en a beaucoup, hein, quand tu vas un peu enfin, sans aller dans les campagnes, mais ceux qui sont pas dans les, réseaux sociaux et tout, il y en a plein qui comprennent pas ce que c'est l'hypersensibilité. Il y en a qui continuent, même en étant informés, de découvrir à 55 ans qu'ils sont hypersensibles, donc c'est très tard. Ouais, comme les HPI, Ouais, voilà, qui continue encore. Donc, malgré cette surinformation ou surmédiatisation, j'ai l'impression que, tu vois, même avec ça, mais il y a quand même encore des gens qui ne comprennent pas, qui découvrent tardivement et tout. Donc, donc je pense que on peut avoir aussi l'impression qu'il y a une surmédiatisation parce qu'on est exposé régulièrement sur les réseaux sociaux. Il y a de plus en plus de livres, mais tous les gens ne sont pas sur les réseaux sociaux. Tous les gens ne sont pas dans les librairies. Et à la télé, finalement, est-ce qu'on en parle? Pas tant. Un peu sur certaines émissions, ça commence aujourd'hui, tu vois, mais tout le monde ne regarde pas ces mais c'est émissions vrai que finalement, tu vois? quand, ils ont sorti, HPI, Ouais, tu vois la ça avait fait série un là? boom à fond, Voilà, un pour, carton plein ouais, et tout le monde a dit: «C'est à la mode», mais en fait, c'est parce que c'était la première fois qu'on en parlait à voilà, une c'est ça. émission, tu vois? Oui, voilà, c'est ça, donc je pense qu'il y a aussi ça. Il y a aussi le fait que je pense que, déjà l'empathie n'est pas donnée à tout le monde et je pense que quand on ne vit pas avec cette hypersensibilité, ça peut être très compliqué de la comprendre. Parce que quand tu vois, souvent l'empathie, c'est réussir à comprendre les émotions de l'autre et quand on n'avait pas vécu l'expérience, des fois ça peut être un peu plus difficile de faire preuve de cette empathie-là. Et je pense sincèrement que les gens et ça je l'ai vu aussi, tu vois, en lisant mon livre et tout, où l'entourage d'une personne hypersensible, enfin, un proche ne comprenait pas ça. Et il a fallu expliquer, tu vois, par exemple, lire des posts, des articles, des livres pour enfin comprendre comment la personne réagit. Donc tu vois, ça demande parfois à l'entourage de faire un effort de s'informer et surtout, en plus de l'effort, c'est d'avoir la volonté réelle de comprendre l'autre et ce qui, tout le monde ne fait pas. Donc je pense qu'il y a aussi c'est aussi un peu pour ça parce qu'on est en «minorité» entre guillemets, tu vois? Il y a, 20-30 de la population qui serait hypersensible et je pense qu'il y en a, en fait, déjà, ils font pas l'effort de comprendre. Ça les concerne pas, pas concernés, pas intéressés. Et ensuite, je pense que c'est difficile de se mettre à la place de l'autre quand tu vis pas les choses parce que, bah, moi, un film, ça me fait pas du tout pleurer, je suis pas sensible. Pourquoi l'autre, elle «chiale» entre guillemets, devant ce film-là? C'est de la sensiblerie, c'est de la tu vois? Mmh. Il y a D'ailleurs, petite parenthèse, parce que tout le monde se moque de moi. Je sais pas si tu connais, Le Robot Sauvage? je l'ai vu au cinéma, j'ai fait que de pleurer. Voilà, merci, Que merci, de parce que pleurer. je suis partie avec mes 2 filles
et elles se sont bien foutues de ma gueule. Ah ouais? Parce que c'est un dessin animé, Ah c'est ouais. pas possible qu'un robot ait des émotions. Non, mais c'était tellement Et moi, en plus, je sais pas si ça t'arrive, quand tu pleures, tu fais semblant que genre ça te gratte ouais. l'œil. J'essaye moins, tu vois? Ouais, Justement, j'essaye d'assumer, t'assumes ton truc, ouais. j'essaye. C'est pas toujours évident. Non, mais te mets pas à pleurer parce que là, je vois tes larmes dans les Non, yeux. non, non, je pourrais, mais non. Non, mais c'est marrant que tu me parles du robot sauvage. On a été le voir avec mon frère et mon copain il y a 2 semaines, Ouais, 2-3 c'est ça, semaines. c'est ça. J'ai fait, mais que de pleurer et à chaque fois mon mon copain et mon frère, ils me regardaient comme ça en rigolant et tout. Moi, j'avais les larmes, je faisais que de pleurer. Il y avait un petit enfant à côté de moi qui pleurait pas, mais sa mère a pleuré, elle m'envoyait des mouchoirs et tout. Je me suis dit et je faisais, tu sais, le reniflement, où tu sais que la personne, elle a envoyé les larmes derrière et à chaque scène et tout, je me suis dit: «C'était tellement émouvant». Mais ça, oui, complètement. Mais ce film, il est incroyable. Je l'ai trouvé Voilà, c'est ça. d'une beauté Mais quelque part, tu te magnifique. dis, mais je suis vraiment, parce que c'est Non. pas approprié, mais en fait, je suis bête ou quoi de pleurer pour un truc qui n'existe pas? Alors, est-ce que c'est, ce que je disais, à monsieur Alexandre et monsieur Guillaume? Par exemple, Le Comte de Monte Cristo, aucune émotion. C'est pas un film, super de production américaine, avec l'orchestre qui arrive pile au bon moment, avec la petite phrase où tu dis: «Oh non, c'est pas possible», tu vois? Tandis que Le Robot Sauvage, c'est ça. Ah mais c'est incroyable. Mais alors, je suis pas du tout d'accord avec le fait, je suis bête et tout de pleurer. Au contraire, en fait, je trouve que ça, en fait, le film, il est tellement touchant. Il fait preuve d'une en fait, je pense que c'est pas parce que c'est un film, un dessin animé ou peu importe, c'est qu'on s'identifie, tu vois, aussi aux personnages, peu importe si c'est fictif ou pas fictif d'ailleurs. Mais il y avait un tel amour, tu vois, entre le robot et le petit canard. C'était d'une telle bienveillance, d'une telle écriture, tu vois, que on s'identifie, ça provoque des émotions et c'est le but aussi d'un film, tu vois, de Et provoquer des des émotions. Tout à fait, et le robot justement, Mais il est qui à la c'est base magnifique. ressent aucune Ouais, c'est émotion, magnifique. ressent et Ouais. comprend, qui il est Ouais, réellement, et puis quoi. ça nous fait ressentir. C'est ça aussi le cinéma, c'est ou les dessins animés, c'est de faire ressentir aux spectateurs des émotions. Et nous, quand on est, je pense, doué d'une grande sensibilité, et ben, c'est des choses qui vont nous prendre aux tripes, qui vont nous impacter, qui vont nous toucher. Et donc, bah, le fait d'exprimer ça par des larmes, finalement, moi, je trouve ça hyper touchant. À la limite, enfin, c'est pas que j'étais contente à la sortie du livre, tu vois, j'essuyais mes larmes, tu vois, mais j'avais aucune honte de me dire j'ai pleuré. J'ai pleuré parce qu'en fait, ce livre, ce film, enfin, ce dessin animé est tellement émouvant que finalement, c'est plus juger limite les personnes qui ne pleuraient pas. Je me disais, mais comment Mmh. c'est possible de ne pas pleurer devant un film? En fait, c'est toi que je devrais juger, t'es pas Ouais, sensible. c'est vrai, tu l'inverses, mais tu as raison, hein. Ouais, mais comment ça se fait que tu ne t'émous que enfin, je trouvais ça impossible de ne pas s'émouvoir face à ce film tellement qu'il était tellement beau, tu vois? Voilà. Donc et quand je suis sortie, du film, il y a je crois qu'il y a un monsieur qui a jugé, en fait, un peu les personnes qui pleuraient en disant: «Non mais n'importe quoi de pleurer pour ça». Et enfin, moi, tu vois, je me suis dit: «Mais en fait, toi, n'importe quoi de pas pleurer pour ça, en Bah oui. fait», genre, justement, enfin, aucune honte à pleurer devant un film parce que enfin, je trouve ça, enfin, de toute façon, déjà, moi, je trouve que c'est important de pleurer, mais en plus, ça montre cette sensibilité, donc non. Et puis il y a plein de films. Moi, je sais que le pire, enfin, j'ai beaucoup pleuré aussi devant le film de Simone Veil, je sais pas si tu l'as Là, vu? je l'ai pas vu. Bah, ouais, là, j'ai pleuré, mais toutes les larmes de mon corps. Et un quart d'heure après le film, too much, mais un quart d'heure après le film, j'étais sur le parking en train de pleurer, mais vraiment, mais Mais pleurer, non. pleurer, pleurer parce que ça m'avait pris aux Mmh. tripes, son histoire, son émotion, sa détermination, sa résilience. Je me suis dit: «Mais quel incroyable parcours de vie, c'est horrible ce qu'elle a vécu et tout ce qu'elle a réussi à créer». Je sais pas, ça m'avait, mais touchée en plein cœur et vraiment, mais une émotion incroyable qui m'avait envahie. Et en même temps, tu vois, je trouve que c'est les meilleurs films qui te provoquent des émotions parce que tu vas pas te souvenir du film qui t'a pas provoqué d'émotions. Mmh. Tu vas te souvenir des films qui t'ont fait pleurer, qui t'ont fait avoir de rigoler, enfin, tu vois, c'est ça aussi qui est beau dans le cinéma et je trouve ça trop bien de pouvoir être connecté à ces émotions-là, tu vois? Peu Mmh. importe si c'est fictif ou réel. Et du coup, comment t'en es venu, toi, bah, à écrire ce livre-là? Tu avais besoin de l'exprimer? Pourquoi Alors en écrire un livre? pourquoi j'ai écrit un livre? Bon, déjà, il faut savoir que c'était pas la première fois qu'on m'avait contacté pour écrire un livre. En réalité, ça faisait déjà 1 an, 2 ans qu'on m'avait contacté pour écrire un livre. Je l'avais finalement écrit, mais entre le projet vendu et le projet final, ça me convenait pas. J'ai j'ai écrit tout le livre et finalement, 2 jours avant le rendu, j'ai dit: «Je rends pas, j'abandonne». Donc épreuve assez compliquée, très fatiguée et après, tu vois, il y avait une grosse anxiété derrière. Bref, 2 mois après, j'ai sombré, dans l'anxiété. Et du coup, en 2023, là, j'ai vécu une période très, 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 très compliquée. Et puis je me suis dit, j'y réfléchis, je me suis dit: «J'ai quand même envie d'écrire un livre», tu vois? Parce que je trouve que déjà c'est une super opportunité et j'ai envie de partager quelque chose.
mais j'avais pas envie, d'écrire un énième livre sur le sujet de l'hypersensibilité. Tu vois, j'avais été contactée par plusieurs maisons d'édition et j'étais devenue très, proche de mon éditrice et quand on a reparlé du livre, j'avais dit: «OK, je suis partante pour écrire un livre». Ça commence à aller mieux, mais par contre, hors de question que j'écrive un autre livre sur l'hypersensibilité parce qu'il y a déjà beaucoup de livres Mmh. sur le sujet. J'ai vraiment envie je suis partie du principe que quand j'ai découvert mon hypersensibilité ou même avant, quand je ne le savais pas, ce qui m'aurait fait profondément du bien, c'est de lire quelqu'un qui vit la même chose que moi, tu vois? Mmh. De pouvoir poser des mots, comprendre mon histoire à travers l'histoire de quelqu'un d'autre et surtout ne pas me sentir seule parce que je me suis sentie profondément seule, profondément incomprise et j'aurais trop aimé que quelqu'un me dise: «Mais tu l'es pas, je vis la même chose que toi, je te comprends» et donc Ouais, c'est toujours ça, en fait, c'est le manque de modèles ouais, qui complètement. après, détermine, plus ou moins notre parcours. Complètement, complètement et tu vois, c'est pour ça que j'ai créé, Super Sensibilité, mon compte Instagram. C'est parce que, je voulais, je voulais déjà d'une redonner une image positive à la sensibilité, mais en plus, je voulais avoir ce site internet, ce compte Instagram, que je n'avais pas trouvé quand j'ai fait mes recherches, en fait. Donc souvent, tu vois, tu crées ce qui t'a Ouais. manqué et donc dans le livre, je me suis dit: «OK, j'ai une histoire un peu atypique. J'ai réussi alors que c'était, le chaos dans ma vie à faire de ma sensibilité une force». Hem et ensuite, bon, il y a eu la période d'anxiété, donc je me suis dit: «OK, si j'écris un livre, c'est pour raconter mon histoire». Donc quand j'ai dit ça à la maison d'édition, ils m'ont dit: «OK, vas-y, on te suit». Donc je voulais vraiment, raconter mon parcours pour vraiment que les personnes qui lisent ce livre, en plus de mieux se comprendre, sachent qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils puissent cheminer à travers mon propre cheminement. Mais je voulais pas raconter que mon histoire. Je me suis dit, je m'étais dit: j'ai créé Supersensibilité pour partager un témoignage, partager des informations et partager des conseils. Du coup, je vais créer ce livre-là où il y aura un mix des 2, une partie témoignage, une partie information pour comprendre et une partie conseil pour donner des ressources et des clés aux personnes pour, mieux comprendre leur hyperémotivité, leur hyperempathie, leurs émotions et puis ensuite leur montrer parce qu'à la fin, tu vois, j'aurais pu écrire un livre, Hypersensible du fardeau au cadeau où à la fin, belle fin d'histoire, j'ai fait de ma sensibilité une force, je suis la plus heureuse du monde, mon métier me plaît, mais je me suis dit: «C'est pas la réalité». Oui, à un moment donné, ça a été le cas, mais ensuite, je me suis rendu compte que, bah, l'hypersensibilité n'expliquait pas tout et comme on le disait tout à l'heure, il peut y avoir, derrière cette sensibilité d'autres troubles et en l'occurrence, tu vois, moi, j'avais bien appris à vivre avec, j'en avais fait une force, j'avais trouvé un métier qui me plaisait, qui me passionnait et pourtant, à un moment donné, bah, ça m'a pas suffi et là, il fallait que je bosse, sur autre chose Mmh. C'était parce quoi ton que métier? j'étais juriste de base. OK. J'étais juriste, j'avais fait 7 ans d'études de droit. Je me suis retrouvée là de base, je voulais faire psychologue, en fait, Ouais, c'est ça. je voulais faire psychologue Psychologue, là pour aider les autres, mais la conseillère d'orientation m'avait dit, «Fais pas d'études de psychologie, il y a pas de débouché, fais des études de droit» et je me suis retrouvée là et là, j'ai cherché à mettre du sens dans mon métier. Donc j'ai voulu faire criminologue. J'adorais les enquêtes criminelles et tout et surtout rentrer dans la tête d'un tueur pour comprendre d'un criminel, comprendre comment à un moment donné, il en arrive ici, tu vois? Bon, il y avait pas ce métier-là en France ou en tout cas très peu de place. Après avocat pour défendre les victimes et je me suis dit: «Quand je vais commencer, bah, je vais devoir défendre des criminels et si je me connais, je vais pleurer avec les victimes et en plus je vais condamner mon client avant même que quelqu'un le mmh. juge». Donc je me suis dit: «Je serais une très mauvaise avocate, et juge trop neutre», tu vois? Donc bon Ouais, ça parce que tu es obligé de mettre tes émotions de ouais, côté. trop Quand neutre, tu es juge, bah trop oui. neutre et puis pas ça me permettait pas d'exprimer ma créativité et tout. Bref, je me suis retrouvée juriste, parce qu'il fallait bien que je trouve un métier au bout d'un moment et donc ça me plaisait pas et du coup pour revenir au je sais même plus ce que je disais par rapport Ouais, au c'est ça, c'est que ouais, tu as fait ce ouais, métier-là c'était et ça et après après tu du coup, tu vois, quand j'ai appris à me connaître, j'ai trouvé ma voie, j'ai changé mon métier, j'ai créé Super Sensibilité, le compte a cartonné, heu, j'avais tout pour être heureuse, comme on m'avait dit et pourtant j'avais cette anxiété. J'ai appris que, en novembre 2021 que mon cousin, de 16 ans avait un cancer donc en fait, ça a réveillé toutes mes peurs. J'ai eu très peur de la mort et de la maladie depuis toute petite et ça a exacerbé cette anxiété que j'ai camouflée comment? Par le travail. Donc j'ai fait tout ce que j'ai dit de pas faire dans cette vidéo. J'ai mis les émotions, j'ai complètement réprimé les émotions, mon anxiété, ça m'a explosé la figure et du coup, tu vois, je voulais apporter ce témoignage de santé mentale parce que pareillement, quand j'ai vécu un peu l'enfer l'année dernière où j'avais vraiment l'impression que plus rien ne fonctionnait là-haut, et ben j'aurais trop aimé que quelqu'un me dise, déjà ce que tu vis, hem, il y a des solutions pour aller mieux. Ensuite, tu n'es pas complètement, enfin, c'est OK, tu vois? Ça c'est tu juste,
c'est juste quelque chose qui est un peu déréglé dans ton cerveau, mais voilà, tu peux te faire accompagner et surtout, je vis la même chose que toi. Je suis passée par là, je sais ce que tu vis, je comprends, c'est légitime et je vais te montrer comment tu peux te faire accompagner, tu vois? Et du coup, c'est ce que j'ai voulu partager en disant, voilà, des fois, l'hypersensibilité, ça peut être, un immense bouleversement quand on la découvre. On peut penser que ça va être la solution de tous nos problématiques. Mais tu vois, dans mon cas, ça a été la première étape de mon cheminement. Aujourd'hui, j'ai travaillé sur l'anxiété. Maintenant que ça va mieux, je travaille sur les schémas et en fait, je construis ma petite maison bien solide avec des bons murs Mmh. pour aller mieux. Et donc, je voulais vraiment partager un témoignage très, très authentique, surtout dans l'espoir d'aider les personnes à comprendre que bah, même si des fois c'est compliqué d'être hypersensible parce qu'on peut vivre des choses difficiles, c'est une force. C'est possible d'en faire une force. Et en plus, il y a plein de solutions pour aller mieux. Donc, vraiment, j'ai écrit le livre que j'aurais profondément aimé avoir il y a quelques années. Je pense que c'est le livre qui m'aurait vraiment aidée et je pense aussi que c'est important de se montrer vulnérable pour oser permettre aux autres de l'être Mmh. et je pense que c'est aussi en ouvrant la parole qu'on peut permettre à d'autres de libérer la leur. Tu vois? C'est, parce qu'il y a beaucoup d'informations aujourd'hui sur l'hypersensibilité, sur la santé mentale, mais finalement, ce que je me suis aperçue, c'est que, OK, il y a beaucoup d'informations, mais les témoignages, il y en a pas beaucoup. Un témoignage d'une personne hypersensible, je crois qu'il y en a 2 ou 3 des livres. C'est très peu par rapport à la quantité Mmh. d'informations sur ce qui t'explique. L'anxiété, c'est pareil. Je ne crois pas avoir vu un livre, ou peut-être que je ne sais pas, mais d'une personne qui qui parle de son anxiété au quotidien, de comment elle l'agit, de comment elle s'en est sortie et tout et je me suis dit: «Ça manque et c'est dommage» et ça on a besoin de s'identifier à d'autres personnes, tu vois? Donc heu, donc c'est pour ça que je me suis dit: «Je vais me mettre à nu, ça va être c'est pas évident, mais je vais me libérer, fa offrir un témoignage sans filtre. Vraiment, j'ai très peu, heu, dit pas de choses de sur moi, heu, mais j'ai le sentiment que ça aide beaucoup de gens par rapport aux témoignages que j'ai reçus et je suis contente de pouvoir m'être livrée si ça permet d'aider plein de gens parce que Mmh. c'est vraiment mon seul but en écrivant ce livre. OK, bah, merci. Donc merci beaucoup. Je sais pas si, tu veux rajouter quelque chose? Non, j'ai pas Ouais? de choses Moi, à j'ai une rajouter. dernière question, Ouais. c'est, qui tu aimerais voir assise, dans ce fauteuil? Oh! C'est une très bonne question. Je peux prendre le temps de réfléchir un peu? Bah, bien sûr, Hem Le Robot Sauvage ou Simone Veil. Ah, Simone Veil, j'adorerais. J'adorerais Simone Veil, j'aime profondément son parcours, mais j'aimerais beaucoup, quelqu'un qui est vivant, Faustine Bollard. Alors je sais pas si je le dis bien, mais j'adore cette animatrice de télé qui fait trou je trouve preuve d'une grande empathie, celle qui anime Oui, «Ça commence aujourd'hui», c'est mon émission OK. préférée, je les regarde tout le temps, et j'ai beaucoup d'admiration pour cette personne-là, donc j'aimerais beaucoup, et j'ai déjà écouté une interview d'elle que j'ai adorée. J'aime trop son franc-parler, j'aime sa sensibilité, son empathie, cette ouverture d'esprit qu'elle a et donc j'aimerais beaucoup, tu vois, que tu lui poses ce genre de questions, ça je pense que ça serait elle serait très intéressante. Il faut que ça bouge dans la vie.